Bonsoir à toutes et à tous pour lundi.dev de ce lundi 11 mai. Il est 21h04. On est tranquille. On est de retour de Speedon, comme je le disais, durant le micro-pré-live de 1 minute, le temps que les balances soient faites. J'ai passé un week-end formidable. J'ai encore mon bracelet Speedon, que vous voyez là, de mes 4 jours dans le public. J'ai eu la flemme de l'enlever pour l'instant, je l'enlèverai tranquillement entre aujourd'hui et demain. C'était très 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 chouette. La communauté a levé plus de 2 300 000 €. C'est incroyable. À chaque fois, c'est un bonheur pour moi d'aller dans le public pendant 4 jours. Enfin, d'y aller en tant que public, hein, vous comprendrez. Je suis obligé de le préciser parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, tu runs des trucs ?» Genre non, je run rien du tout. Je run éventuellement un speedrun fatigue, mais c'est à peu près tout. Et c'était très très cool. Très chouette. Content aussi que l'événement ait pu se dérouler malgré ce qui s'était passé. Si vous aviez un peu suivi, il y avait des vrais problèmes qui ont été relevés notamment par Mediapart au sein de l'association. Et donc c'est intéressant que ce soit quand même fait et qu'il y ait eu la possibilité d'en parler, etc. sur scène et tout. C'était très chouette. Voilà. Très très cool. Et vous, est-ce que vous avez passé un bon début de semaine ? Je pose pas la question à Jonathan, puisque on va pas faire genre Jonathan était de la partie ce week-end. J'étais content de faire ce voyage avec lui. Et c'était très cool. Évidemment, je suis toujours preneur de vos retours de comment s'est passé le début de semaine. Est-ce que vous avez regardé un peu Speedon ? Est-ce que ça vous a plu ? On peut se cross-témoigner, Jonathan. Voilà, de toute façon, ça va être un stream assez tranquille. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais c'est vrai. C'est-à-dire un stream où... l'idée... T'étais dans les bénévoles, incroyable Marvin, trop bien. Ah oui, speedrun fatigue, ouais, j'imagine, ouais. Là, quelle équipe ? Parce qu'apparemment, il y a un bail entre les Piroli, Mentali, etc. Je me souviens plus du troisième équipe, je crois qu'il y a 3 équipes, je crois. Je sais plus, mais ça a l'air trop chouette. Ça a l'air vraiment cool l'expérience de bénévole. J'aimerais bien, moi, pouvoir participer à Piroli, évidemment. La fameuse la meilleure, parce qu'ils se disent tous qu'ils sont la meilleure. J'aimerais bien, moi, pouvoir contribuer un peu sur certains aspects. Ah, il y a 6 équipes. Ouais, d'un côté, il y a tellement... Ça, c'est tellement long, et il y a tellement de monde. Ça se trouve, tout le monde s'est vu sur ce truc-là. Oui, c'est possible. Et le pire, c'est quand les gens me font des signes et moi, je suis censé les capter. Et je capte pas qui c'est. Et je fais genre... et puis j'ai l'air comme un con. N'hésitez pas, quand vous voyez des gens, à toujours vous représenter, quitte à ce que les gens disent « Ah oui, non mais je sais ». 144 bénévoles, ouais, non mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Déjà rien que le moment de la fin, où t'as tout le monde sur scène, donc pas les bénévoles du coup, mais tous les runners, runnereuses, commentateurs Iris, c'est assez fou, toutes les team reviews et tout, c'était dingue. Je t'ai dit pourtant, quand quelqu'un a crié miaou, c'était un signe. De toute façon, les signes font miaou aussi, hein, donc tout le monde fait miaou. Non, c'était très très chouette. J'ai une bonne fatigue. C'est une fatigue saine. Il faut une fatigue saine. Non, je me sens vraiment très content. Et ça fait plaisir de juste profiter d'un spectacle incroyable. De faire des dons, d'envoyer des conneries dans les dons en espérant qu'ils soient lus. Le discours d'Amdam était secouant. Salut RD. C'était prenant. C'était beau. Donc c'était chouette. Et voilà, le temps de retomber tranquillement de cet état de mélange de dopamine, d'adrénaline et de sérotonine, de voir autant de gens contents et clapper d'une seule main durant cette incroyable run. Comme il y a 2 semaines, je serais pas très actif tant que Mini ne sera pas au lit. Ouais, logique, Diane. Tant que tout sera pas retombé, voilà, c'est tout le monde qui clappe en même temps durant la run d'Odyssée. Non, c'était très très chouette. C'était vraiment un très bon moment.
Je vous recommande évidemment de ne pas hésiter à regarder des runs. Ils ont fait un effort de fou pour les publier au fur et à mesure. Ça c'est dingue. Moi, il y a un truc que je vais faire sans doute durant la semaine, c'est que je vais aussi re-regarder le restream du GDQ. Parce que y a un truc très rigolo de voir des anglophones, principalement des américains, commenter Speedon et exprimer leur étonnement, leur joie de voir ce qui se passe. Il y a un petit côté oh c'est chouette. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est toujours mon petit bonheur. J'avais fait ça l'année dernière pendant la semaine qui a suivi, c'était assez rigolo. C'était un poil mort le restream GDQ quand j'y passais, les commentaires étaient très bon esprit, mais c'était très posé, pas trop de monde dans le chat. Ouais, bah c'était comme ça l'année dernière aussi, hein, j'avoue, RD. Mais j'y suis pas mal passé pour voir leur réaction au happening. Ouais, c'est le genre de truc que j'ai envie de voir parce que c'est quand même très. C'est à la fois feutré et rigolo, j'aime bien. C'est une bonne vibe. Je trouve ça rigolo. Et surtout dans le chat, t'as toujours 2-3 Français qui sont là, ou en tout cas de francophones, pour expliquer les vannes. Moi je trouve ça trop drôle. Donc ouais. Là je suis pas passé cette année, donc faut que je vois. Mais c'est vraiment cool. Non, c'était très très chouette. En plus l'occasion de passer par Lyon, une ville où j'ai habité pendant 3 ans, où j'ai des attaches familiales et tout, donc c'était un bonheur. De faire un peu le guide touristique aussi. Non, c'était cool. Sur Pic, c'était même des Français, en tout cas des francophones au cas, je crois bien. Ah, trop bien. Non, mais c'est cool en fait, globalement. C'est chouette, c'est une bonne ambiance, c'est une bonne boucle bouclée. Même si, bon, voilà, évidemment. Moi, j'étais surtout à guetter les messages sur Blue Sky en anglais, de voir s'il n'y avait pas des gens qui réagissaient un peu à ce qui se passait. Et bon, bah, ça reste quand même un événement francophone, donc il y a principalement que des francophones qui réagissent et tout. Mais bon, toujours ce côté, est-ce qu'on rayonne un peu? C'est cool. J'ai cru comprendre que cette année il n'y avait pas de restream japonais car l'orga avait peur de réactions d'ayant droit japonais, genre pour les jeux modés. Ah, c'est d'une tristesse. Il y a vraiment un sujet sur le droit d'auteur au Japon où ils vont trop loin, hein, vraiment. Hein. C'est un sujet de fond assez dramatique. Oui, c'est une rumeur, t'as raison de dire, regardez, que c'était pas sûr, il faut préciser. Mais si c'est le cas, c'est triste parce que il y a une belle scène modding et en vrai, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fair use en général à discuter, en tout cas sur le modding surtout. Moi je pense que c'est un truc, c'est la question plus profonde du droit au remix, qui est un truc dont on parle depuis les années 2000 et dont on fait pas grand chose. Hein. Mais bon, un jour on va réussir à s'en sortir sur ces sujets. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On va voir Tom Scott, tout à fait. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Alors, vous l'avez vu dans le titre parce que j'ai fait une vanne. D'ailleurs, vous avez remarqué, je fais plus la vanne là. Parce que comme ça m'évite de devoir changer. Quand je fais ma VOD, je peux mettre le bon titre directement dans la VOD et pas avoir le titre qui est mauvais en bas. En gros, j'ai envie de parler un peu de AV2, parler d'un peu de Z, parler d'un peu de plein de choses. Et puis, pour être très honnête, j'ai préparé tout ça que très sommairement. Parce que j'ai voulu plutôt passer du temps à Speedon. Mais ça va être aussi l'occasion de regarder, de redécouvrir un peu aussi ce que j'ai mis de côté pendant cette semaine. Donc voilà, donc ça va être très chouette, ça va être tranquille, posé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir. Un des trucs qui est cool, c'est qu'on réagisse ensemble, sinon je ferai une newsletter entre guillemets. Même si j'aime beaucoup aussi les réponses que vous faites dans le newsletter. Hein, mais voilà, l'idée c'est que ce soit un peu interactif, chill. Voilà, on est une quinzaine, c'est largement cool pour qu'on passe un bon moment. Voilà, pas de pression. C'est la magie de ce stream du lundi soir. Voilà, je me fais peu d'illusions. Et puis après, évidemment, on enverra vers 23h chez nos amis de J+7 si ils streament encore. Comme ça, vous pourrez avoir la suite de votre soirée avec des gens qui parlent d'audiovisuel. Ça va être chouette. Alors, ça va être le moment où on reparle évidemment de tout ce qui est
Lundi.dev, n'oubliez pas, c'est super, c'est une newsletter, elle est incroyable. Non mais il faut que j'en parle un peu parce que quand même c'est le truc sur lequel je passe le plus de temps. En gros, lundi.dev, je le rappelle, c'est une newsletter que j'envoie tous les 2 semaines. Et lundi.dev, c'est aussi ce stream et ça alterne du coup, une semaine sur 2. La dernière newsletter que j'ai sortie, et j'aime bien revenir un peu sur les newsletters quand on commence le stream. Donc c'était un édito sur ce qui se passe quand on numérise et tout ce qu'on découvre à côté, des trucs dans les coins. On parlait un peu de la facturation électronique. J'ai rédigé cet édito alors que j'avais une sacrée fièvre. Et en vrai, je pense que ça va être c'est peut-être l'un des moins inspirants, les moins cool que j'ai pu écrire. Mais bon, voilà, l'idée c'était d'essayer d'expliquer que fallait pas paniquer et que ça allait bien se passer, comme dirait l'autre. Non, plus sérieusement, d'expliquer que souvent quand on numérise des choses, notamment des démarches administratives diverses et variées, ben, c'est souvent l'occasion de découvrir ou redécouvrir que les gens faisaient les choses de travers pendant très longtemps, et c'est souvent à cette occasion-là que y a le mur de ce qui devrait être fait qui se prend en pleine face. Les bidouilles que font les gens au quotidien, quoi. Je vais juste changer la musique parce que celle-là elle est pas dingo. Hop, on va tranquillement se mettre. Tiens, vu que c'est les news, hop. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a un peu parlé de Copyfail, hein, si vous avez pas vu passer. Ah non, ça c'est pas ça, ça c'est autre chose. Touc. Copyfail, qui était cette fameuse. Elle est incroyable. Alors moi cette démo elle a jamais marché, c'est très marrant. Il y a une sorte de démo mais elle marche pas sous Firefox. Copyfail, qui est une sacrée faille qui est sortie il y a vraiment pas longtemps et qui vous permet très facilement de devenir root sur n'importe quelle machine pas mis à jour depuis 2017 jusqu'à il y a quelques semaines. Donc voilà. Et c'est assez dingue parce que il suffit de pas grand chose pour alors ça, ils font des horribles curls, quelque chose en Python dessus, mais voilà, pour vraiment très très peu de voilà, si on regarde le script, voilà, c'est pas grand chose. Alors évidemment c'est évidemment un peu comment on dit obfusqué. Mais voilà, avec très peu de choses, on peut directement devenir root sur n'importe quelle machine auquel on a déjà accès. C'est assez flippant. Alors évidemment, ça se base sur un module du noyau Linux qui est pété. Mais c'est un module qui est souvent activé, enfin quasiment tout le temps activé dans les principales distributions. C'est que c'était un peu flippant de savoir qu'il y avait plein de serveurs qui avaient des petits trous. Ça fait un peu flipper. Voilà. On a parlé un peu de ça. De quoi on a parlé d'autre? On a parlé de de Ghosty qui quitte GitHub. Bon voilà, c'est des sujets intéressants. Je vous laisserai lire tranquillement. Ça c'est le truc le plus fou. C'était Microsoft qui avait rajouté l'équivalent envoyé depuis mon iPhone dans tout ce qui passait par VS Code. C'est dingue. J'ai reparlé du truc dont on a parlé dans le dernier stream, qui est c'est incroyable, on va pas revenir trop dessus, mais c'est incroyable édito qui résume très très bien plein de choses clés. Édito de The Verge qui était assez calé. Et cette vidéo très cool que je vous recommande de Sylvquin sur la création d'Ictorant, qui est très très bien. Voilà, bref. Et puis plein d'autres petits trucs. Dust quand même, j'en reparlais un petit peu. Dust, hein, si vous n'avez pas vu passer, qui est une alternative à DU si vous voulez voir rapidement le contenu d'un dossier, la taille que ça prend et tout, c'est assez chouette. Bref, voilà. Et j'expliquais que j'étais complètement malade et ça a duré un peu cette semaine, début de semaine, jusqu'à à peu près un milieu de semaine, et ça tombe bien, après j'ai pu aller tranquillement à Speedon. L'occasion de vous reparler de Speedon, speedon.fr. Un événement incroyable pour Médecins du Monde, et qu'un événement donc, de marathon caritatif de speedrun, très très chouette.
avec, si je fais tracker.speedon.fr, avec plein de... Ah, il est down, dommage. Ils ont terminé le tracker, bon c'est pas très grave. En gros, comme beaucoup de marathons de speedrun, l'idée c'est que... Oh là là, mais dis donc, le tracker de speedon qui est complètement down, donc c'est pas grave. Si je vais speedon YouTube, hop... voilà, ce sont des speedruns assez dingues. Où ils vont voilà, terminer les jeux les plus vite possible. Bon là en plus c'est particulier parce que c'était une run en plus d'être en 10% comment on dit, en Keizo %, c'était assez dingue. Pas impossible que le tracker soit savoir qu'il était dans le sol. Possible, ouais. Et du coup ouais c'est assez c'est très impressionnant. Dans le public on est comme des fous. Je sais pas si à le moment où on passe 2 200 000, voilà, je pense qu'à un moment il va y avoir... voilà, c'est une salle tout entière, l'amphithéâtre 3000 de la cité des cités internationales, cité des Congrès de Lyon. Donc, moi je suis là, à peu près, on va dire, un peu plus haut, mais là. Et on est complètement comme des fous, c'est incroyable. Voilà, je vous recommande vraiment, si vous aimez bien... si vous aimez bien le jeu vidéo en général, si vous aimez bien les speedruns, si vous aimez bien, voilà, juste... profitez d'une bonne ambiance. Voilà, vous pouvez retrouver tranquillement les VOD sur la chaîne de Speedon. Tout est disponible et vous avez toutes les runs. Tout a été mis, etc. C'est ultra propre, ultra rapide. Ils étaient vraiment au taquet et donc ça c'est quand même cool de pouvoir accéder directement à tout ça. Donc voilà, non c'était très très chouette. Et voilà. Donc Speedon, très cool. Voilà. Je vais garder quelques liens, sachant que je voulais aussi regarder vite fait dans les stories que j'ai upvotées. J'ai peut-être l'occasion de parler de ça. Oui, ça peut être rigolo aussi. Mais tac, sur Hacker News, je sais pas ce que j'ai regardé aussi. Paf, voted submissions. Ouais, 2-3 trucs intéressants. Et donc sur TechMeme, je sais pas quels sont les tout derniers trucs. Mais bon, voilà, l'idée c'est de repasser globalement. Mais avant de faire tout ça, j'avais quand même un truc important sur lequel je veux commencer. Beaucoup trop de félins dans la salle par contre, ouais. Yahoo! C'est beaucoup marré avec ça. Si vous n'avez pas la référence, c'est que dans Speedon, il y a des sortes de traditions, en tout cas des sortes d'emballements, on va dire. Et une des choses sur lesquelles on est parti vraiment fort avec le chat IRL, le public, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un animal, au sens le plus large possible que vous pensez d'animal, une créature qui était à l'écran, le public crie miaou. Et ça tient absurde, c'est-à-dire que vraiment à un moment, c'est Bowser, on crie miaou, etc. Moi je vous recommande si vous voulez vraiment péter un câble, parce que c'est vraiment débile à quel point on était complètement con, mais la run est très cool. La run de Paper Mario, où vraiment le chat réagit, enfin le chat, non je vois pas le chat, le public réagit absolument tout ce qui est en ligne. À chaque fois qu'il y avait un Toad, on faisait à chaque fois qu'il y avait enfin à un moment il y a un train, évidemment qu'il y a Mario, on fait Mario, voilà. Il y a un train, à un moment on faisait tchou 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 tchou, voilà, on était complètement débile. Je pense que ça s'entend, mais juste ce qu'il faut en plus sur la VOD, parce qu'il y a le micro d'ambiance, mais il dose bien. Donc non, c'est juste, vous avez juste profité d'une excellente run. Et c'est vraiment l'esprit, c'est que vous puissiez passer un bon moment, et c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut écouter? Alors le problème de cette... Attendez, je vais juste changer la musique parce que cette playlist de Tomodachi Life me saoule un peu. Enfin, elle est bien, mais là, elle me convient pas. Qu'est-ce que je peux écouter? Bon, on va se remettre Scratchy Scratchy, j'aimais bien l'aimer. Hop.
Donc ouais, non, voilà, un mélange entre les GDQ et une pièce de théâtre de primaire. Voilà, c'est un peu ça, c'était un peu débilos, mais c'était rigolo, c'était vraiment rigolo, et je pense qu'au final, c'est chouette. L'année dernière, MV avait dit bon, il faudra quand même qu'on rediscute de cette affaire de Miaou à la fin de l'événement. Là, il a un peu redit bon, il faudrait quand même qu'on trouve un bon truc. Et je pense que l'année prochaine, ça va être de nouveau aussi con parce qu'en fait, c'est une très bonne ambiance et ça se passe très bien, donc c'est cool. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous parler du premier sujet. Et ce premier sujet, c'est Chrome qui fait encore n'importe quoi. N'utilisez pas Chrome, utilisez Firefox, non, utilisez Chrome si vous voulez, mais Chrome continue de faire dingue, de faire des dingueries, et notamment ce truc qui me rend fou. Google Chrome installe désormais un modèle de 4 Go, qui est le modèle, je crois que c'est Gemma 4 du coup, tout le temps, enfin automatiquement, chez tout le monde. C'est absurde. C'est-à-dire que on parle de... t'es tranquillement en train d'utiliser ton navigateur. T'es chill, t'es bien. Tu le mets à jour, voilà. Et là, Google décide de prendre 4 Go de ton disque pour poser Gemma 4. Voilà. Est-ce qu'il t'a demandé? Pas du tout. Et il le fait. Voilà. Ça rend fou. Et ce qui m'énerve, c'est qu'en plus, ça demande pas vraiment... Bon, je vais pas vous lire cet article. Je vous le colle dans le chat et évidemment vous le trouverez dans les notes les notes de cet article-là, qui est pas le meilleur article, mais voilà. RD Network nous dit qu'il avait lu un article sur ça chez Ars Technica, comme quoi en fait, ça fait plusieurs années qu'ils font ça, que c'est supprimé selon stockage. Ouais, mais c'est bizarre, quoi. C'est vraiment un truc dérangeant. Donc là, en plus, l'axe de cet article, c'est de dire que c'est potentiellement même pas légal. Ça, cet argument, je suis pas forcément convaincu, parce qu'ils disent oui, c'est du stockage, mais c'est pas des stockages de données personnelles, c'est pas clair, etc. Mais, et bon, ça fait des calculs un peu YOLO, mais quand même, enfin, genre, pas besoin de faire ça, quoi. C'est vraiment random. Je vais regarder sur Ars Technica, du coup, faire Ars Technica, Google, 4 GB, truc comme ça. Voilà. J'accepte pas le coup. Ah bah tenez, alors je colle aussi du coup. Ah bah merci. Voilà. Bah merci RD Network, je vais le rajouter dans les notes dans la description. Parce que vraiment genre c'est quand même gênant quoi. Bah tiens, on va peut-être lire du coup cet article là, on va le traduire, on va le lire. Parce que c'est une bonne chose de discuter un peu de cette affaire. Que vous restez pas comme moi sur cette affaire de qu'est-ce qu'il commence à faire. Hop. Traduire via Google Translate. Hop. Lisons-le tranquillement. Dévorant des gigaoctets, oui, bon, rien que ça. Le modèle d'IA de 4 Go de Chrome n'est pas nouveau, mais vous avez raison d'être perplexe. Vous pouvez empêcher Chrome d'occuper 4 Go d'espace de stockage pour l'IA locale, mais ça ne devrait pas être votre problème. Tous les produits Google bénéficient de plus en plus de fonctionnalités d'IA, y compris Chrome, qui propose désormais la prise en charge du chatbot Gemini en écran partagé, la possibilité d'automatiser la navigation web et plus encore. Certains utilisateurs de Chrome sur ordinateur ont également constaté que le navigateur semble soudainement exiger davantage d'espace de stockage pour l'IA. C'est exact. Chrome télécharge bien un modèle d'IA de 4 Go pour le traitement sur l'appareil, enfin pour le faire tourner en local. Il le fait cependant depuis des années. Google n'a en réalité rien changé à l'IA embarquée de Chrome, mais la confusion est compréhensible car l'IA a mal expliqué ses choix et leurs raisons. Malheureusement, c'est monnaie courante pour les initiatives de Google en matière d'IA. Cette semaine, quelqu'un a remarqué, je pense que c'est le lien vers le truc en question. Oui, je peux avoir le lien s'il te plaît ? Oui, c'est le lien vers le blog post que je vous ai donné. Salut Hunter. Donc cette semaine, quelqu'un a remarqué que Chrome avait téléchargé un modèle Gemini Nano de 4 Go et en a déduit de cette apparition soudaine que Google déployait actuellement cette IA sur toutes les installations de Chrome. Ce n'est pas tout à fait exact. Google a annoncé en 2024 qu'il commençait à intégrer des fonctionnalités d'IA locales à Chrome, permettant notamment d'améliorer l'aide à la rédaction, l'organisation des onglets et la détection des arnaques. Firefox a aussi un peu ça, mais au moins c'est beaucoup plus clair quand il le fait.
La liste des utilisations potentielles a évolué au fil du temps et Google n'a jamais déployé ces modèles à l'échelle universelle, de manière mondiale. Il est possible que votre ordinateur exécute un modèle Gemini Nano local depuis 2024. Il est tout aussi possible que l'IA ait été téléchargée hier. Google explique à Ars Technica que les critères permettant de déterminer si Gemini Nano est installé sur l'ordinateur sont multiples et incluent, entre autres, les caractéristiques matérielles de votre ordinateur, les fonctionnalités de votre compte et si vous avez utilisé un site web utilisant l'API Gemini de Google sur votre appareil. Comme la mémoire Gemini Nano apparaît régulièrement sur différents appareils, on pourrait croire qu'il s'agit d'une nouveauté. En réalité, Google a confirmé à Ars que le modèle Gemini Nano de Chrome offre une capacité d'environ 4 Go, prend une capacité d'environ 4 Go depuis son lancement il y a 2 ans. Google n'a donc pas soudainement décidé d'accaparer 4 Go de votre espace de stockage. Cela s'est produit il y a 2 ans et personne ne s'en est offusqué. Mais mais quand même, est-ce que vous ne devriez pas être offusqué ? Une installation propre de Chrome sans extension occupe entre 6 et 8 Go d'espace et cette consommation augmentera considérablement avec le cache et les données des extensions. En quelques mois, Google peut occuper 10 fois plus d'espace que ce simple modèle d'IA de 4 Go. Ce n'est peut-être pas idéal non plus, mais c'est la situation actuelle des navigateurs. Google indique que Chrome supprimera le modèle si votre ordinateur manque d'espace de stockage. Vous pouvez désactiver les fonctionnalités d'IA locale dans les paramètres de Chrome à l'aide d'un bouton situé dans l'onglet Système. Si vous cliquez sur ce bouton, ou si vous désactivez cette fonctionnalité, Google supprimera alors le modèle et ne le retéléchargera pas. Ce problème peut être résolu, mais il ne devrait pas exister. L'exécution locale de modèles d'IA est généralement une bonne chose, les données restent sur votre ordinateur au lieu d'alimenter un modèle hébergé dans le cloud. C'est un atout pour la confidentialité et la sécurité, les utilisateurs devraient avoir le choix. Mais le mot-clé c'est choix. Et Google ne vous en laisse pas vraiment la possibilité, car l'IA est devenue son option par défaut. Peut-être ne souhaitez-vous aucune de ces fonctionnalités d'IA. Dans ce cas, Chrome ne devrait pas consommer 4 Go d'espace pour une fonctionnalité que vous n'utilisez pas sans votre autorisation. Que vous n'utiliserez pas d'elle-même, quoi. Nous avons constaté à maintes reprises que Google impose ses fonctionnalités d'IA à tous ses utilisateurs. Ce phénomène s'accentue à mesure que l'IA devient le cœur de métier de l'entreprise, mais les fonctionnalités d'IA de Chrome montrent qu'il ne s'agit pas d'un nouveau départ, enfin quelque chose de nouveau. Google aurait dû demander l'autorisation d'utiliser 4 Go d'espace dès 2024 et devrait le faire à nouveau en 2026. Mais Google sait que les paramètres par défaut ont un pouvoir considérable, raison pour laquelle l'entreprise a investi des milliards de dollars pour devenir le moteur de recherche par défaut des appareils Apple. En 2024, les utilisateurs de Google étaient plus indulgents envers l'IA, mais en 2026, le rejet est bien réel. De plus en plus de personnes cherchent à éviter les fonctionnalités d'IA, ce qui rend ce téléchargement furtif de 4 Go d'autant plus suspect. L'obsession de Google pour l'IA a engendré de nombreux faux pas, même lorsque l'entreprise semble animée de bonnes intentions, car nous sommes tous, à juste titre, extrêmement attentifs à l'impact de cette technologie sur nos vies. Certaines de ces bonnes intentions semblent avoir aggravé la situation avec Chrome. Alors que les utilisateurs cherchaient à désactiver ce modèle d'IA, beaucoup se sont tournés vers l'option correspondante dans les paramètres. Cela a coïncidé avec le déploiement à grande échelle de Chrome 148. L'intitulé de cette option présentait une modification plutôt suspecte par rapport à la version 147. Donc là, si on voit, IA sur on-device, donc en local, afin de faire fonctionner des fonctionnalités telles que la détection de scam, donc d'arnaque, Chrome utilise des modèles d'IA qui fonctionnent directement sur votre appareil sans envoyer de données au serveur de Google. Quand cela est désactivé, ces fonctionnalités ne fonctionneront pas. Oh, pardon. Hop, j'ai mes lumières qui se cassent. Revoici mes lumières. Et sur Chrome 148, en fait, sans envoyer de données à Google, ont disparu. Google a supprimé la clause stipulant que son modèle d'IA embarqué ne transmettait aucune donnée à ses serveurs. Cette suppression est préoccupante, car l'un des principaux avantages de l'IA locale réside dans la meilleure protection de la vie privée. Nous avons contacté Google pour savoir si le changement de formulation était lié à une modification de l'IA embarquée de Chrome. Cela ne change rien à la façon dont nous gérons l'IA embarquée pour Chrome, a déclaré un porte-parole de Google. Les données transmises au modèle sont traitées exclusivement sur l'appareil. Selon Google, l'équipe a décidé d'apporter cette modification plus tôt en 2026 afin de clarifier le fonctionnement de l'IA sur le web. L'IA locale de Chrome dispose d'une API qu'un site peut utiliser par exemple pour résumer et corriger vos textes. Dans ce cas, le site web a accès aux données d'entrée et de sortie. Et donc s'il s'agit d'un site de Google, ces données sont stockées sur les serveurs de Google. S'il s'agit d'un site de non Google, Google n'a pas accès à ces données. Donc pour éviter que ce soit pas clair, ils ont fait cette modif. Mais c'est quand même... Cette explication peut s'avérer insatisfaisante tout compte tenu de la montée des critiques à l'égard de l'IA
l'IA. Quoi qu'il en soit, la navigation sur Internet n'est jamais totalement privée, ça c'est bien de le dire. En cas de doute quant à l'utilisation d'outils IA sur un site, il est toujours conseillé de consulter sa politique de confidentialité, même si tous les sites ne les respectent pas vraiment, qui vous indiquera comment vos données générées ou non par IA seront utilisées. Tant que Google proposera l'IA comme un service optionnel, la vigilance restera de mise. Comme le dit le proverbe, il est plus facile de demander pardon que la permission, mais Google devrait demander la permission un peu plus souvent. Bon, l'article est plutôt fair. Qu'est-ce que vous dites? Effectivement, le changement de formulation qui tombe mal, souligne Hunter. Regardez qui le dit. Il y a un côté flippant, est-ce que n'importe quel site fasse des trucs à ton navigateur via un modèle IA? Ouais, l'API en plus est un peu pété. Et je sais pas si je l'ai mis quelque part. Je l'ai pas gardé quelque part. Alors attendez, je vais regarder si je peux le retrouver par ailleurs parmi ce que j'ai pu garder. Parce que y a vraiment eu une discussion assez folle. Voted Stories, attendez. Non, à l'instant. Je regarde un peu de mon côté et j'arrive. Dans mes favoris. Est-ce que j'ai pas posté ça? Non, je l'ai pas posté. En gros, en plus, cette affaire d'API de Google, c'est un peu pété. Tiens, j'étais quand même persuadé d'avoir upvoté. Attendez, excusez-moi, je vais essayer de retrouver quand même parce que ça m'étonne. Voter tu mission n'est pas ça. Ah si, haha. Je vous poste le lien de ce dont je parle. Évidemment, je le poste aussi tout de suite dans la description. J'écris la description en direct durant le live, hein, c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je parle de ça. Hop. Non. Hop, j'arrive. L'opposition de Mozilla à l'API prompt de Chrome. En gros, donc Jake Archibald qui s'occupe des relations avec les développeurs, qui est notamment derrière le compte Firefox Dev, Web Dev, que vous pouvez voir de ci de là avec des super petites vidéos, a pris la parole au nom de Mozilla pour s'opposer à l'API prompt. Parce que c'est un peu pété d'ailleurs. Tiens, est-ce qu'on peut pas aussi traduire ça via Translate, Google Translate? Alors, je rappelle que je fais traduire par Google Translate parce que sinon c'est un peu difficile de traduire comme ça à la volée sur un live quand t'es streamer, c'est un peu chiant. Et je trouve que les traductions de Google sont pas dégueu, c'est pour ça que je le fais. Jake Archibald donc pour Mozilla a répondu au fait que Google a demandé la position de Mozilla concernant une API qui permet à n'importe quel navigateur, à n'importe quel site internet, de demander au navigateur d'exécuter une requête à un LLM que gère le navigateur. Comme vous le voyez, la réception a été froide. Pour l'anecdote, ce truc-là, Mozilla Standard Position, c'est un endroit où Mozilla informe de son côté la position qu'ils ont par rapport à des fonctionnalités, est-ce qu'ils vont la faire ou pas. C'est leur position. La plupart du temps, Mozilla est plutôt OK, ou en mode pourquoi pas, ou en mode on n'a pas le temps, mais voilà. C'est pas une liste de demandes, enfin c'est pas on aimerait bien faire ça, c'est les navigateurs entre eux qui discutent, et ils discutent comme ça. Ils discutent pour voir, donc quelle est votre position là-dessus. Et là, la position était déjà assez négative, on va revoir. Hop, j'augmente.
Donc là, nos commentaires sont globalement les mêmes que pour les API d'aide à la rédaction. La structure plus générale de cette API est certes utile, mais elle encourage des comportements spécifiques à chaque modèle. Voilà, Edge avait déjà Phi 4, qui était un ancêtre des trucs modernes, toujours fait en open weight, etc. Ils étaient mezzo chauds, quoi. Et là, ils sont signalement comme négatif, donc voilà, ils expliquent. Donc t'as Michael Wasserman qui, je crois de l'équipe de Google, qui est revenu en disant bon alors entre temps nous on se lance, on va le mettre, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc ça c'était le 3 avril, et il y a 2 semaines, il y a Jake Archibald qui dit: ne continuez à nous opposer à cette API, nous estimons qu'elle a de graves conséquences négatives sur l'interopérabilité, la mise à jour et la neutralité du web comme plateforme. Calcification autour d'un seul modèle. Lors de la conception d'un prompt, d'un système prompt, on a tendance à itérer en fonction des particularités d'un modèle avec lequel on travaille. Un exemple personnel, j'ai créé une invite système, un prompt, pour la génération d'annonces avec un système domotique. Le modèle Gemini que j'utilisais répondait initialement avec un accent très américain, incompatible avec la voix britannique de mon enceinte. J'ai indiqué au modèle, via l'invite système, enfin via le prompt, que le message devait être prononcé avec un accent britannique, mais le résultat était d'une mauvaise imitation américaine. J'ai donc dû procéder à plusieurs itérations pour atténuer l'accent et obtenir une prononciation correcte britannique. Au cours de ce processus, le prompt s'adapte au modèle. Chaque modèle présente des particularités propres. Les éléments ajoutés au prompt pour un modèle donné peuvent s'avérer superflus pour un autre. De ce fait, nous risquons de nous retrouver dans une situation où un nouveau modèle concurrent, même supérieur au modèle existant, sera perçu négativement par les développeurs car les invites sont conçus pour les particularités. Donc en gros, en shippant un modèle particulier, en plus de toutes les considérations qu'on a et dont on discute régulièrement sur les LLM, il est en mode, en fait ça va devenir casse-gueule parce que au fur et à mesure, je vous le résume parce qu'on va pas tout lire, mais en gros, au fur et à mesure, les gens vont s'adapter à tel modèle, c'est-à-dire que désormais, au bout d'un moment, les gens seront obligés de ship le modèle en question, de les garder pendant un moment, parce que sinon les sites vont péter, insupportable. De la même manière, alors ça c'est encore plus grave, absence de neutralité du modèle. D'après la documentation de Chrome, pour utiliser l'API de prompt, vous devez prendre connaissance de la politique de Google relative aux interdictions d'utilisation de l'IA générative. Certains éléments de cette politique vont au-delà du cadre légal, par exemple, ne vous livrez pas à la création et à la diffusion de contenu qui facilite la diffusion de contenu à caractère sexuel explicite, ne livrez pas des informations, etc. Et là, Jake précise au nom de Mozilla, cela semble être une mauvaise orientation pour une API sur la plateforme web et crée un précédent inquiétant pour d'autres API qui auront des règles d'utilisation spécifiques à l'agent utilisateur. Agent utilisateur, c'est un terme générique pour dire un navigateur. Pour donner un exemple précis, si un utilisateur d'un site web clique sur Résumé, un commentaire d'un article, qui constitue une violation de la politique de Google relative aux utilisations interdites de l'IA générative, qui Google va-t-il poursuivre? L'utilisateur, qui a cliqué sur Résumé, l'auteur du commentaire, ou le propriétaire du site web? Ça devient n'importe quoi. De ce fait, le développeur voudra savoir à quel LLM il s'adresse afin de respecter les conditions générales d'utilisation et d'éviter toute action en justice. Du coup, ça fait encore d'autres manières de faire du finger pointing, enfin vraiment ça rien. Et enfin, alors là c'est traduit par post, mais c'est pas ça, c'est Overstated Web Developer Position. En gros, ils exagèrent sur comment les développeurs précisent, parce que l'annonce sur Blinkdev dit que les développeurs web sont très favorables à l'existence de ce truc. Elle dit pas vraiment, puisque globalement il y a eu une discussion avec globalement 2 réponses positives, c'est tout, un message sur X, un article de blog dont le serveur ne marche plus, le sondage, et le sondage dit les développeurs sont chauds pour les extensions, ça éventuellement pour les extensions on peut le comprendre, mais pas pour le reste, quoi. Donc c'est absurde. Évidemment il y a eu beaucoup de discussions après. Et globalement, même des gens de chez Blink, donc Blink c'est le nom de code, le nom précis de ce qui fait tourner Chromium, donc chez Chrome, donc chez Google. Et l'une des personnes qui a approuvé ça, en fait, ils disent en fait on est assez d'accord sur plusieurs des problèmes que remonte Mozilla. Mais ils sont en mode mais ce serait quand même bien qu'on essaye de faire. Est-ce qu'on ne saurait pas que ça marche
un des gros problèmes, c'est lié à un certain modèle ou non. Ouais, globalement, la discussion, elle tourne autour de ces casse-gueule. Bon, quelqu'un qui est ultra vénère. Bon, ça c'est un truc de merde. Hop. Je lis un peu la discussion pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à en retirer. Globalement, Chrome essaie de dire non, mais non, mais on a bien entendu. Ce serait quand même bien qu'on arrive à trouver des choses. Ce serait cool. Mais bon, ça va pas bien loin, quoi. Ça résume pas grand chose. Vraiment, la discussion est pas folle. Mais ouais, globalement, c'est compliqué. Ouais, bon, la discussion n'aboutit pas à grand chose, mais en fait, on s'attend pas à ce que ça aboutit à grand chose. C'est une position, et après, voilà, Chrome va continuer à le faire. Oui, ça part sur la domaine comme souvent, hélas. Mais voilà, donc au moment, Mozilla dit clairement qu'ils n'étaient pas intéressés par implémenter une API qui permettrait d'appeler des LLM shippés par un navigateur, et je trouve qu'effectivement, ils ont raison de s'opposer à ça. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Et en tout cas, c'est absurde aujourd'hui, et je pense que c'est absurde pour un bon moment encore. On va pas avoir un modèle standard, machin. En plus, il y a tout plein de raisons extrêmement saines de s'opposer à tout ça. Donc, ouais, donc vraiment. Voilà. Mais c'était intéressant du coup de voir aussi la position de Firefox sur ce sujet et pourquoi Firefox n'aura pas ça. Parce que c'est de la merde. Voilà. Bref, donc je voulais vous parler de ça parce que c'était un truc quand même intéressant. Ah oui, j'ai vu passer. Alors j'ai vu passer rapidement. Hein. J'ai vu passer ça. On va parler de Dive 2. J'aimerais bien à partir de là qu'on se balade pour essayer de comprendre. Est-ce que vous connaissez AV1 dans le chat? Est-ce que vous voyez ce que c'est? AV1, vous l'utilisez potentiellement tous les jours, notamment si vous allez sur YouTube. AV1, c'est un codec. C'est un codec qui est arrivé juste avant le Covid. Codec vidéo, tout à fait. Qui est en gros le meilleur codec. C'est un peu subjectif de ma part, mais c'est le codec libre, sans brevet, ou en tout cas sans brevet qui vous pose problème, qui permet d'avoir la meilleure compression possible, et qui globalement est bossé, enfin sur lequel bossent les meilleurs ingénieurs et scientifiques actuels. C'est utilisé par des petites boîtes telles que donc Mozilla qui fait partie vraiment du début aussi, puisque pour le côté libre c'est important. Google, Amazon, Google via YouTube, Amazon, Netflix, voilà, pour avoir un format vidéo ouvert, pour arrêter avec H165 et tous ces formats qui cassent les couilles. Meilleur que MPEG 2? Ah, j'en doute. Ah, si, c'est tout l'avantage. Salut Captain, je suis content que tu sois là. Donc ouais, AV1, c'est incroyable, on est tous très contents que ça existe. Une évolution de VP9. Bref, AV1, incroyable. Et AV1, en fait, maintenant, ça a plus de 10 ans. C'est-à-dire que... Enfin, non, ça n'a pas plus de 10 ans, ça a 8 ans. Et en 8 ans, ils ont continué à bosser. Et donc, AV1 va bientôt avoir son successeur, AV2. AV2 potentiellement
publier fin 2025, mais c'est pas encore le cas. D'ailleurs, hop, je vois la version anglaise du truc. AV2 démarré en 2020, 2 ans après la release d'AV1. Oui, parce qu'en fait, donc, à chaque fois pour les codecs, ils bossent longtemps avant, puis ils release le codec, et après le codec il bouge plus, enfin le format il bouge plus pour des raisons de faut que tout le monde puisse lire les fichiers en question. Donc c'est important d'avoir le format qui bouge pas. Donc évidemment les encodeurs eux s'améliorent, les décodeurs s'améliorent aussi pour avoir de meilleures performances, mais voilà, ça bouge plus. Donc une fois que AV1 était sorti et que les problèmes clés ont été vus et corrigés dans la spécification quand c'était pas clair et tout, ils sont passés sur AV2. Et apparemment AV2, comme ils disent, globalement ça réutilise globalement les principales mécaniques de AV1, mais avec plein d'innovations dans tous les coins, pour essayer de rendre ça meilleur. Il y avait donc en mai 2026, c'est toujours en draft, donc ils sont pas encore, c'est toujours pas cristallisé sous la forme d'un véritable nouveau format, mais voilà, ils ont de considérablement de meilleures performances que AV1 en termes de compression, et c'est toujours le but évidemment. Avec une performance similaire à VVC, qui est le H67, je sais pas comment ça s'appelle, est-ce que ça s'appelle H67 ou pas? Non, H66 pardon, donc la suite de la suite, qui était un peu le truc, mais VVC, peu de gens l'utilisent pour des raisons de brevets qui sont insupportables, et parce que fondamentalement AV1 faisait très bien le boulot, quoi. Donc en fait à un moment on peut gagner à chaque fois en compression, mais à un moment il faut que ça soit utile, quoi. Bref. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que en fait récemment il y a eu un peu de discussion sur le site Orange, hein, c'est comme ça que je l'ai vu, d'AV2. Alors il faut savoir que d'AV2 c'est la suite de d'AV1, d'Av1D entre guillemets, hein. David, vous avez la vanne, David, AV1 avec le décodeur, David, voilà. Du coup quand ils ont fait la suite, ils ont fait DAV2. Alors, du coup, la blague marche plus, mais voilà. Et donc, c'est cool, ça veut dire qu'il y a une volonté, là, maintenant, c'est bon, outre le décodeur par défaut, la JOSP2, le décodeur par défaut, fourni avec la spécification, il y a DAV2 avec, quoi. Donc ça, c'est cool. Vidéolan, VLC, qui a publié un peu ça. Ça, c'est chouette. Sachant que DAV2, comme DAV1 à l'époque, est publié sous licence BSD pour pousser justement à ce que... Ah, merci, oui, je sais bien. Pour pousser à ce que on puisse utiliser ces formats partout. Il y a un vrai boulot pour utiliser les licences les plus permissives possibles, pour couper l'herbe sous le pied d'alternatives propriétaires un peu pétées. Donc voilà. Ça va être très chouette. Donc voilà, donc on va potentiellement avoir encore une amélioration de ces formats. Et ça, je trouve ça chouette. On avait déjà un peu parlé de JPEG XL, hein. Alors JPEG XL, c'est pas pareil, mais c'est ça c'est pas cette techno-là, mais pour les images, un format du futur. Alors, c'est pas du tout le même fonctionnement, hein. Ils sont pas partis sur les mêmes mécaniques. Mais voilà, moi ça m'intéresse toujours de voir ces nouveaux formats qui arrivent. Sachant que par contre pour l'audio, on est déjà arrivé à un optimum local. Il n'y a pas vraiment de successeur connu à Opus. Si vous cherchez pour l'audio aujourd'hui, si vous voulez convertir quelque chose en audio de manière à ce que... mais pas de manière avec perte, parce que sinon vous avez FLAC, hein, mais si vous êtes... c'est ok à avoir des pertes, mais vous voulez avoir meilleure qualité, c'est Opus qui a littéralement tout gagné. Voilà, si vous vous demandez aujourd'hui, ne faites pas des MP3, faites de l'Opus. Surtout qu'en termes de compatibilité, Opus, ça marche avec quasiment tout. Et je dis quasiment pour me protéger de gens qui diraient Actuali. Je crois qu'Opus ça marche surtout, partout, tout le temps, toutes les machines. Et il me semble qu'Opus est nécessaire pour gérer WebRTC, en tout cas la plupart des systèmes de communication. Donc
Maintenant, Opus est géré partout. Opus, c'est un format ouvert, de très bonne qualité, et qui marche pour tout, quoi. Je suis un peu curieux d'ailleurs de la version anglaise de cette page, s'il parle de quelque chose de la suite. Voilà, Opus est utilisé sur Discord, dans WhatsApp, PlayStation 4, partout, enfin bref. À chaque fois, il y a toujours ce truc-là où, genre, ça marche, c'est mieux pour tout, c'est plus rapide, ça marche. Opus, voilà. Opus. Captain Péloche qui souligne, ça met beaucoup de temps à être déployé sur les logiciels Resolve, suite Adobe. Alors je pense qu'Opus maintenant quand même c'est géré partout, hein. Ça m'étonnerait que les logiciels comme Resolve ou Adobe supportent pas. Dire, je suis curieux, tiens, si je fais Adobe Premiere, Opus, ah waouh, Premiere Pro prend-il proche Opus? Non, Opus Clip c'est pas bon. Opus Audio support for Opus Audio Codec. Ouais, je m'en fous. Bon, après que Adobe soit à la ramasse, on n'est pas étonné. Resolve Opus Codec. Putain, ça rend fou, quoi. Parce que vraiment, il n'y a aucune raison pour qu'ils le supportent pas, hein. C'est open source, ça marche bien. Si j'ai vu que les formats de Affinity, la suite Affinity vont être supportés aussi par Resolve. Donc c'est bien, il y a des envies de faire différemment. Mais ce serait bien que... Ouais. Même AV1, mais ça m'étonne pas qu'AV1... parce qu'AV1, c'est vraiment un format de sortie, hein. T'es pas tant censé l'utiliser au cours de ton processus. Mais oui, en fait, c'est des logiciels, les logiciels comme Resolve ou comme la suite Adobe au sens large. T'as raison de le dire, Captain Péloche sont vraiment pensés pour un métier, pour tout un processus, pour les métiers, etc. Et s'ils voient pas l'intérêt de ces formats plus grand public, si j'ose dire, ils s'en foutent, quoi. De mémoire, Apple a traîné pour avoir un décodeur matériel pour AV1. Ils ont pris plusieurs années, ouais. Mais c'est pas forcément, je pense, pour... il y a eu au début, il y a eu un souci, mais ça s'est relativement vite corrigé. Et après, une fois qu'ils étaient dedans, c'était le temps qu'ils rentrent dans le consortium. Maintenant qu'ils sont dans le consortium, là, ils ont l'air d'être assez carrés. Et de proposer. Maintenant, AV1 est disponible sur la plupart des implémentations matérielles. Je vois Apple Silicon. Ouais, des M3, c'est supporté. Décodage. Sachant que le décodage logiciel n'est pas non plus catastrophique, hein. C'est juste que ça consomme beaucoup plus d'énergie, évidemment. Nvidia le supporte dès les RTX 3000, AMD dès les RX 6000, et Intel depuis Tiger Lake, d'accord. Je savais pas que c'est directement disponible. Intéressant. En décodage, hein, parce que l'encodage est rarement supporté directement. Même pour nos exports YouTube, où on va compresser, ça serait quand même pratique. Oui, c'est vrai qu'en export, par contre, c'est fou que ça le supporte pas encore. Écoute, ça arrivera au bout d'un moment, hein. Faut que les gens aussi le demandent de plus en plus, quoi. Mais ouais, ce serait cool. Mais ouais. Donc voilà, AV1 et donc AV2. AV2 qui arrive bientôt. C'est vrai que c'est assez fou de se dire que AV2 démarre alors que AV1 n'est pas encore supporté partout. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas parce que AV2 arrive que AV1 va pas arriver aussi au bon moment. D'ailleurs, je me dis que si ça prend du temps à annoncer, c'est peut-être que en Soum Soum, il y a peut-être des annonces qui vont être faites de support par certaines puces. On verra. Ce serait pas illogique, mais ouais. Alors, je pense que... attendez. Paf. Attendez, je fais juste une petite manip. Je suis à vous, les amis. Hop. Alors, où est-ce que j'en étais? Attendez, je vais juste mettre le lien de cette page. AV1 sur Wikipédia. Je note un peu les liens au fur et à mesure.
Comme ça, vous les avez vous aussi. Et comme ça, vous pouvez les retrouver. Parce que c'est quand même pratique de pouvoir retrouver ce dont je parle en direct. Normalement, je les noter, mais des fois, j'improvise, donc voilà. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. D'ailleurs, vous avez vu, maintenant, j'essaie de poster les VOD relativement vite. J'espère que ce sera aussi le cas ce soir. Normalement, ça devrait aller. Et cette fois-ci, j'aimerais vous parler désormais de Z. Je ne sais pas si vous connaissez Z. Tiens, je vais poser la question. Hop. Nouveau sondage. Connaissez-vous l'éditeur de code Z? Oui, je l'ai testé. Je l'utilise. Enfin, je l'ai testé. Oui, de non, mais que de non. Non. Voilà. Vous me dites. Paf. Je suis preneur de vos réponses au sondage. On va donc parler de Z. Pourquoi on parle de Z? Parce que j'ai râlé, je pense à raison, sur VS Code qui fait n'importe quoi dans ma dernière newsletter. Et donc c'est pas mal de se rappeler que y a pas que VS Code dans la vie, il y a plein d'autres éditeurs. Évidemment, vous êtes peut-être un fan de Vim, d'Emacs, de Notepad++, j'espère pas essayer de changer de Notepad++, quand même ça craint un peu, de Sublime, de VS Code, de VS Codium ou des alternatives basées sur VS Code, des éditeurs JetBrains, ou peut-être d'autres éditeurs, il y a plein d'éditeurs différents. Et aujourd'hui j'aimerais parler de Z. Z qui est un logiciel libre avec un petit bout de propriétaire dedans pour certaines toutes petites fonctionnalités. Mais globalement c'est un logiciel libre qui est un éditeur qui a été créé par ceux qui avaient créé Atom qui est devenu VS Code après, ceux qui ont créé Electron d'ailleurs, c'est la blague, vous allez voir pourquoi. Et ils se sont dit en fait on a envie de faire différemment, on a envie de faire un éditeur de A à Z en Rust. Et évidemment, maintenant ça parle d'intelligence artificielle dedans, parce que apparemment on peut plus rien faire sans foutre de l'intelligence artificielle partout, mais c'est un petit bout de l'éditeur, globalement c'est un éditeur de texte, qui est également un éditeur de code, et qui ressemble à ça. Je vais juste réduire un tout petit peu, voilà, qui ressemble à ça. Donc en gros, vous avez un éditeur de texte, là, Activating Demo, vas-y démarre la démo. Donc là on a une démo, on a une démo d'Agentic, donc ça je m'en fous, mais bon, en gros, bon ça les parallèles jeunes je m'en fous, il y a, c'est qu'il parle beaucoup d'IA maintenant, mais vous avez un bouton qui vous permet de désactiver tous les trucs d'IA si c'est pas un truc qui vous plaît. Moi c'est clairement, si j'utilise Z, je désactiverai les trucs d'IA comme ça parce que ça me stresse, j'ai pas envie de ça. Mais attends, il y a un expand vidéo. Ouais, une gestion correcte de Git à l'intérieur. Évidemment, encore de l'IA, vous avez aussi la prédiction, mais une prédiction qui tourne, je crois, directement sur votre PC. Et vous avez tous les trucs que vous pouvez vous attendre d'un éditeur moderne. Vous avez des petites extensions qui sont faites évidemment pour les différents éléments. Hop, vous avez un mode qui s'adapte à vos habitudes d'Elix ou de Vim. Vous avez expand vidéo, vous avez quoi par exemple là, voilà, vous pouvez chercher directement des choses pertinentes que vous avez dans votre buffer, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour manipuler le texte comme vous pouvez l'avoir par ailleurs avec une petite commande, un petit panel, etc. Bon, vous allez me dire ok, VS Code quoi. Oui mais non, parce que la particularité, c'est que il n'y a pas de... Enfin, ça n'utilise pas un navigateur. C'est pas un éditeur de texte qui se cache derrière un navigateur, quoi. Ou un navigateur qui se cache derrière votre éditeur. Ah, bah, il n'y a plus de musique. Attendez, je vous remets juste un peu de musique. On va mettre un peu de SimCity, tiens. L'idée, c'est que vous avez directement... Enfin, ça utilise directement un framework graphique fait en Rust,
qui soit bien. Alors qu'est-ce qui comment il le montre aujourd'hui? Remote Development. C'est fou, avant il y avait plein de trucs et maintenant ils parlent beaucoup d'IA parce que c'est juste ce que pas mal de gens cherchent, enfin pas mal de gens apparemment cherchent, je sais pas si c'est vraiment le cas. Et justement on va parler de ça. Parce qu'ils ont fait... Donc Z existe, Z est open source. Sous licence... Alors, sous licence Apache, AGPL et GPL, selon les bouts du truc, je crois que c'est écrit là. Ouais, licensing. Tac. Attends. Ouais, donc c'est sous AGPL, Apache et GPL selon les éléments. Donc quand même relativement bien libre, quoi. Et... Ouais, si vous étiez enfant. Et donc maintenant disponible sous Windows. Pendant longtemps c'était disponible que sous Mac et sous Linux. Et maintenant vous avez également une version Windows si vous êtes sous Windows. Ça supporte plein de langages directement avec une intégration complète. Par exemple si je prends Rust, vous avez différents éléments, c'est intégré avec Rust Analyzer, etc. Vous avez une intégration avec les debuggers et tout évidemment. Et voilà. Alors, pourquoi je vous parle de Z? Pour que vous puissiez tester si vous avez envie de changer, peut-être que ça va devenir votre éditeur favori, j'en sais rien. Moi personnellement je l'ai pas testé, mais j'ai envie de m'y mettre un moment, donc ce sera l'occasion un peu de découvrir ça. Moi il y a un autre truc que je trouvais cool, c'est que à la base, ils avaient une... Avant qu'ils parlent beaucoup d'IA, parce que c'est arrivé il y a que quelques années, et ça fait un moment que ça existe, ils étaient aussi à fond sur le côté collaboratif. L'idée c'est de se dire, est-ce qu'on pouvait pas faire un éditeur qui se prête bien à bosser ensemble sur la même codebase, mais un peu en multijoueur quoi. C'est-à-dire que tu te captes en audio et t'as les curseurs et tout. Et bon bah ça intéresse moins de monde maintenant parce que voilà, du coup maintenant ils ont dit mais en fait on peut faire le multijoueur mais avec une IA quoi. Oui bon, certes. Écoutez, sur leur... et donc leurs blog posts sont assez intéressants. Ils parlent de plein de choses. Et un des trucs, si je cherche AI, évidemment ils en parlent pas mal. Mais voilà, il y a le fameux... Donc déjà je veux préciser que vous avez la possibilité de mettre Disable AI True. Je crois qu'ils ont rajouté depuis ce truc qu'ils voulaient rajouter, voilà, qui permet juste de dire désactiver toute l'IA. Et en disant, bah on comprend, voilà, si vous n'avez pas envie qu'il y ait de l'IA, bah c'est votre droit. Eux, ils pensent que l'IA, ça peut être pratique quand on code, mais voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles, si vous n'avez pas envie, et ben c'est ok. Et voilà, votre éditeur, votre choix. Rien que le fait, je sais que la barre est basse, hein, si on est à ce niveau-là, mais rien que le fait qu'ils aient fait cette démarche de bien dire aux gens, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, voilà. Mais, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que Z a également fait un post de blog que je pense qu'il serait intéressant de lire et que je n'ai pas encore lu, que j'ai gardé pour vous, qui s'appelle On ne crée pas des fonctionnalités d'IA pour la thune. Et je trouve l'angle intéressant. We are not building AI features for the money. Et je pense que ça vaut le coup qu'on en discute et qu'on lise ensemble qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et comme d'habitude, on va passer par Google Translate. Parce que c'est plus facile. Nous ne développons pas de fonctionnalités d'IA pour l'argent. Enfin, on le fait pas pour l'argent. Nous avons récemment lancé Parallel Agents, et la plupart des gens semblent l'apprécier. Pourquoi la plupart des joueurs? Most people, mais pas une sorte de joueur. La plupart des gens semblent l'apprécier. Cependant, certains retours nous ont agacés. Par exemple, agacés. Ah oui, c'est ça, nous ont agacés, grated. Certains retours nous ont agacés, par exemple, il est clair que Z se concentre sur l'intelligence d'IA car c'est là que se trouve l'argent. Ça ne signifie pas que l'essentiel de leurs efforts ne sera pas consacré à des conneries d'IA. Ces deux catégories d'inquiétude passent à côté d'un point important concernant ce que faisons chez Z et je souhaite les adresser. M'adresser à elle, enfin, je souhaite en parler. Préoccupation numéro 1, l'IA, c'est là que se trouve l'argent. En réalité, nous vendions des jetons à perte
à la plupart des utilisateurs payants d'IA jusqu'à que nous passions à la facturisation donc, des tokens. Nous vendions des tokens à perte à la plupart des utilisateurs payants d'IA, de nos fonctionnalités d'IA, parce qu'ils proposaient une mécanique. Encore aujourd'hui, tu peux t'abonner pour avoir une fonctionnalité d'IA. Jusqu'à ce que nous passions à la facturation par token. Aujourd'hui, nous facturons l'utilisation des LLM au prix catalogue du fournisseur, avec plus 10% pour couvrir nos frais d'infrastructure et éviter les achats impulsifs. Les achats impulsifs? Ah, tire kickers, ok. Les utilisateurs cherchent désespérément à accéder au moindre coût au LLM de pointe et vous ne voulez surtout pas être la solution la plus simple. Oui, en gros, oui, ils veulent éviter d'être ceux qui squattent, quoi. Ils veulent pas ceux qui veulent juste gratter des tokens. Nous avons été parmi les premiers à opérer ce changement, mais nous sommes de plus en plus convaincus d'avoir eu raison. Le schéma est le même dans tout le secteur, les entreprises subventionnant l'accès à l'IA à perte dans l'espoir de réaliser d'importants bénéfices par la suite, à l'instar des débuts d'Uber et de Lyft. Les entreprises valorisées à des milliards de dollars, les grands laboratoires d'IA et les startups bien financés peuvent se le permettre, nous n'appartenons à aucune de ces catégories. Ils disent startups bien financées, c'est celles qui peuvent continuer à lever des fonds tous les 6 mois pour pousser leur part. Nous sommes une entreprise et nous devons générer des revenus. À court terme, nous allons lancer Z for Business, qui simplifie l'utilisation de Z avec vos collègues. Cette solution propose une tarification simple par utilisateur pour les équipes et les entreprises, ainsi que des fonctionnalités essentielles, facturation centralisée, contrôle d'administration et gestion des permissions. À long terme, nous souhaitons monétiser notre vision d'un espace collaboratif où les humains et les agents travaillent de concert. C'est ce que je vous avais expliqué. À la base, ils voulaient faire un truc pratique pour collaborer à plusieurs. Ils ont juste rajouté l'IA dans la boucle parce que... Deuxième préoccupation, le code de l'IA ne vaut rien. AI code is worthless. La seconde préoccupation, enfin la seconde chose dont ils ont envie de parler, c'est que l'IA dans un éditeur de code est mal conçue, imprécise et qu'elle entrave le vrai travail. Je comprends cette réaction, et il est toujours vrai dans une large mesure que les titulaires d'un LLM ne savent pas développer de logiciel, même s'ils présentent le contraire. La phrase en anglais veut rien dire. Oui, non. C'est vrai que les LLM n'arrivent pas à construire toujours bien du logiciel, même s'ils prétendent le contraire. Aujourd'hui, je consacre la majeure partie de mon temps à construire les bases de DeltaDB. Alors, c'est un gros projet qu'ils ont de créer une sorte de base de données basée intégralement sur les fonctionnalités. Comment ça s'appelle? J'ai CDLR, mais c'est pas ça. Oui, bah c'est pas grave, parce que là je vais y aller directement. Hop. DeltaDB, voilà, CRDT. Les CRDT, c'est des primitifs qui permettent de faire des choses collaboratives. En gros, ça définit un changement entre deux états. C'est ce qui fait fonctionner globalement Google Doc, etc. Donc aujourd'hui, je consacre la majeure partie de mon temps à construire les bases de DeltaDB. Nous avons connu des débuts difficiles et peu concluants. Un codage trop optimisé a produit un code qui semblait correct, mais qui s'est effondré dès qu'on a commencé à le développer. Ça, on en a beaucoup parlé ici. Le fait que les LLM, plein de gens les utilisent et en fait sont très déçus. Mais je fais toujours beaucoup appel à un agent. C'est étonnant tout ce que les développeurs de LLM, enfin tous les LLM qui font du code, sont capables de faire aujourd'hui. Ils sont d'excellents testeurs, gèrent très bien les refactorisations et ils savent écrire des tests et identifier les cas limites presque aussi bien que moi. Je continue à modifier le code manuellement pour garantir la clarté du raisonnement, pour maintenir à jour ma compréhension du problème et m'assurer que le code fonctionne comme prévu. Mais en termes de lignes de code écrites, je pense que c'est maintenant moins de la moitié. Je partage ceci car je pense que beaucoup de développeurs se trouvent dans la même situation que moi il y a un an. Si vous êtes sceptique, je comprends. Je l'étais aussi pour des bonnes raisons techniques. Mes outils se sont considérablement améliorés et il est important de réfléchir à la manière dont nous pouvons faire évoluer notre flux de travail. N'utilisez pas un master en développement pour éviter de comprendre le problème que vous résolvez, ni comment le résoudre. Mais servez-vous-en comme d'un outil pour approfondir vos compréhensions, combler vos lacunes et gagner en productivité. Vous verrez davantage de fonctionnalités d'IA dans Z, tout comme vous continuerez à bénéficier d'améliorations au niveau de l'éditeur. En effet, notre équipe travaille encore aujourd'hui à créer l'expérience d'édition idéale, et nous pensons que ça passe notamment par une intervention humaine. Ce que l'IA signifie pour les logiciels. Je n'ai pas de boule de cristal et la programmation évolue rapidement. Mais certaines choses sont déjà claires. Alors pourquoi les masters en droit? Ça m'énerve. LLM, parce qu'ils pensent que LLM c'est master en droit. Les LLM peuvent aider même les programmeurs les plus performants à être plus productifs. Ça c'est leur point de vue.
Le coût de production de code diminue rapidement et les barrières à l'entrée pour le développement logiciel sont plus faibles que jamais. De plus en plus de personnes écrivent du code et la quantité de code écrit augmente. Lorsque la production de code devient moins coûteuse, tout ce qui l'entoure l'est proportionnellement. Les difficultés liées au partage, à la révision et à la maintenance du code représentent une part plus importante du coût total du développement logiciel. Or, les outils que nous utilisons pour ces tâches ont été conçus pour un monde où chaque ligne de code était saisie manuellement. Les commits, les demandes de merge, enfin les pull requests et les revues basées sur des instantanés nous ont été utiles, mais ils constituent désormais un surcoût dans un monde où des agents peuvent produire un code fonctionnel plus rapidement que nous pouvons le réviser, le relire. D'un autre côté, je sais que même les systèmes les mieux conçus nécessitent une intervention humaine. Les produits et le code qui les anime existent pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs. Or, leur conception optimale requiert des valeurs humaines, un jugement humain et une grande dose d'empathie. Des agents peuvent écrire le code, mais décider ce qu'il faut construire et comment le construire exige toujours le savoir-faire et l'expertise des humains. Ou l'expertise humaine. Enfin, le savoir-faire et l'expertise humaine. Toujours l'accord qui est très perturbant, mais c'est le français qui marche comme ça. Le développement logiciel est un exercice fondamentalement collaboratif. Nos outils devraient nous permettre de passer de l'écriture de code à la collaboration avec celui-ci, mais nos outils de collaboration n'ont pas changé depuis que Linus a nommé Git, d'après lui-même, il y a 21 ans. Que réserve l'avenir à Z ? Un commentaire du fil de discussion sur Hacker News m'a particulièrement marqué. Je me souviens de l'époque où le point fort de Z était le montage collaboratif, la création collaborative. Parce que montage, c'est... Ah oui, editing. La modification collaborative. Moins rentable que l'IA, j'imagine. Nos investissements collaboratifs sont, comme le dit Michael Ken, à l'image d'un canard, calme en surface, mais frénétique sous l'eau. L'édition multijoueur en temps réel était un élément fondamental dans la thèse qui a créé Z. Avant même que les LLM ne s'imposent dans le monde du logiciel, et nous restons convaincus que les équipes d'ingénierie les plus productives travaillent en collaboration, que les meilleurs produits sont conçus de manière collaborative et que les problèmes les plus complexes se résolvent également ainsi. Cela dit, nous ne pouvons pas ignorer l'essor de l'IA. De plus en plus d'ingénieurs, y compris nous, optent pour les LLM car ils améliorent leur productivité. Nous devons nous adapter à leurs besoins et les aider à collaborer plutôt qu'à s'isoler. En encourageant le travail d'équipe, la construction d'un modèle partagé du problème et la définition d'une solution commune, nous espérons rendre le génie logiciel, l'ingénierie logicielle, moins chaotique et plus axé sur la valeur. Nous concrétisons notre vision avec DeltaDB, un moteur de synchronisation qui suit chaque opération avec une précision au niveau du caractère, conçu pour permettre aux humains et aux agents de partager une vue unique et cohérente du code source au fil de son évolution. Ainsi que nous comptons garantir que les échanges autour du code restent liés au code lui-même, que vous travaillez ensemble en temps réel ou de manière asynchrone, et c'est ainsi que nous envisageons de faire Z une entreprise pérenne. En surface, il ne semble peut-être pas se passer grand-chose, mais notre vision n'a jamais été aussi proche de la réalité et nous sommes impatients de vous en dire plus prochainement. Très prochainement. Bref. J'ai découvert en même temps que j'ai lu ce blog post, j'ai voulu le découvrir en direct. Je trouve que le blog post est assez intéressant dans le sens où ça montre un peu vers où ils vont, quoi. Ils ont envie de faire un éditeur qui prend en compte l'existence de l'IA. Et alors justement, Hunter parle d'un truc intéressant, ça supporte les modèles locaux OpenWeight Z, on va en parler dans un instant. Oui, la réponse est oui, ils en sont assez contents, assez fiers, et notamment assez fiers parce qu'ils ont aussi leur propre petit modèle qui construisent eux-mêmes. Et qui construisent avec les gens qui eux-mêmes fournissent. Donc c'est le fameux modèle de complétion, vous savez, ça suggère des choses, etc. Et ils le font eux-mêmes, ça s'appelle Zeta. Ils avaient fait Zeta 1, là ils ont fait Zeta 2. Zeta 1 était open source, OpenWeight et open source, c'est-à-dire qu'ils donnaient également ce sur quoi ils sont entraînés. Là maintenant, Zeta 2 est OpenWeight. Ils donnent pas les éléments sur lesquels ils s'entraînent et ils expliquent pourquoi. En gros, Zeta 2, ils l'entraînent sur des gens qui ont dit qu'ils étaient OK de partager le code sur lequel ils écrivent et comment ils l'écrivent, parce que c'est comme ça en fait qu'ils essaient de voir, c'est s'entraîner sur la manière dont les gens codent, sur ceux uniquement qui vont volontairement dans une option pour dire oui, j'accepte, c'est pas un opt-out, c'est eux-mêmes un opt-in, pour dire oui, je veux contribuer ce que je fais. Et ils le font que sur des gens qui travaillent sur de l'open source. Donc on va dire, c'est quand même vraiment propre, je trouve, la démarche qu'ils ont.
Euh, et voilà, users opt into collection and training. Mais par contre, comme ils ont dit, ils n'ont pas envie de publier parce que les gens n'ont pas forcément opt-in au fait de publier la manière dont ils codent. Que ce soit entraîné dessus, ils sont ok, mais ça peut paraître un peu personnel de mettre comment ils codent. Donc, bon. Le modèle est complètement disponible sur Hugging Face, sous licence. Sous quelle licence? Sous licence Apache. Et voilà, il est désormais possible directement d'utiliser ça dedans, quoi. Il me semble qu'ils le font tourner en local. Je suis pas clair. Moi, tu pourrais techniquement, parce que de toute façon, Hugging Face. Et donc ça, c'était Zeta 2 qu'ils ont publié en mars. Et là, ils ont... Attendez, hop. Et là, ils ont publié Zeta 2.1, qui va beaucoup plus vite encore. Et voilà, ça marche directement. Si vous ajoutez, vous pouvez directement mettre Zeta 2 et ça tourne directement. Si j'ai bien compris, c'est ça, Zeta 2.1. Hop. Normalement, ça marche directement. Voilà. Et de manière générale, leur truc de prédiction, tu peux le fonctionner avec d'autres choses. Ah oui, et Zeta par défaut tourne pas sur ta machine parce que c'est quand même un peu gros. Et donc Zeta, si tu t'inscris, Zeta est gratuit pour 2000 prédictions par mois. Bon, mais tu peux le faire fonctionner en local si tu veux. Et ils expliquent comment sur la page. Avec un Oyama directement en local. Donc voilà. Bon, vous le savez, hein, moi je suis toujours un peu frileux. Sur l'usage des IA pour développer. Mais en même temps, c'est intéressant de voir ce qui se passe, quoi. Moi, j'ai pas envie non plus de rester complètement à la ramasse. Et dans tous les cas, Z est un éditeur intéressant à découvrir, quoi. Enfin, faut pas rester sur toujours les mêmes éditeurs, d'avoir la possibilité d'avoir un peu des choses différentes. Enfin, c'est cool, quoi. Surtout que je vois qu'il y a vraiment des gens très différents, dont des gens que j'apprécie comme Dan Abramov ou José Valim d'Elixir, qui utilisent ça, avec plaisir, qui utilisent ça avec plaisir, des gens de plein de boîtes, donc ouais, c'est cool. Voilà. Bref, Z, voilà, ça fait un peu promo, mais bon, évidemment, ils me payent pas. Hein. Ils sont même pas au courant que j'existe. Mais d'ailleurs, ils ont lancé Z Business dont ils parlaient juste avant. Bon, Z Business, c'est pas intéressant, je pense, pour la plupart des gens, mais c'est en gros, c'est si vous voulez utiliser Z dans une boîte et vous voulez avoir un contrôle complet sur l'expérience et tout, mais c'est pas intéressant pour la plupart des gens, quoi. Mais ouais, Z. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde qu'est-ce que j'avais éventuellement d'autre dans ma besace. Ah oui, ça on peut en parler rapidement, parce que c'est vraiment frustrant. Apparemment, Google, et c'est Graphene qui en parle, Google commencerait à faire que reCAPTCHA, vous savez, c'est un outil de gestion de... C'est un outil d'antibot. reCAPTCHA commencerait à utiliser PrivacyPass et les Google Services pour s'assurer directement que les utilisateurs et utilisatrices soient réels et pas des bots. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que effectivement, il y a un sujet de fond. Tiens, la sonnette d'alarme, excusez-moi, j'écris sur reCAPTCHA. C'est vraiment un problème parce que ça veut dire que bientôt, vous serez obligé
d'avoir un appareil qui vient d'Apple ou qui a été certifié d'une manière ou d'une autre par Google ou par un vendeur de Google ou quelque chose pour être sur Internet. Parce qu'en fait, reCAPTCHA c'est un peu partout sur le web quoi. Et bientôt on vous dira « Ah non désolé, on pense que vous êtes un robot, vous devez prouver avec un appareil qui a été validé que c'est bien vous, que vous êtes bien un vrai humain, etc. » Et je trouve ça dramatique. Parce que c'est vraiment... un des gros avantages d'Internet et du web, c'est que... Alors, nouveau process pour les sortes parties, on en a parlé il y a plusieurs mois, Hunter. Mais c'est vraiment un sujet de potentielle mainmise de deux entreprises, surtout, quoi. C'est fou, quoi. Et comme le dit Graphene, donc Graphene OS, on rappelle, c'est ceux qui font une distribution alternative d'Android, qui est vraiment focalisée sur la vie privée et sur la sécurité. Graphene OS dit ceci, le contrôle que Google a sur reCAPTCHA met Google dans une position où ils peuvent obliger les gens à avoir soit iOS, soit un appareil certifié Android pour utiliser simplement le web en général. Et Google définit les requirements, donc les prérequis de certification pour Android, et qui contiennent notamment le fait que Google Chrome soit installé par défaut, enfin en tout cas disponible directement. C'est particulièrement anti-compétitif. Donc c'est vraiment dramatique. J'aimerais beaucoup que l'Europe intervienne. Mais le problème, et comme ils le disent, c'est que de plus en plus d'applications européennes obligent à ce que tu aies Google Play Integrity ou Google App Assist pour s'assurer que tu es un vrai appareil officiel, quoi. Et donc, comme ils le disent, c'est probable que nos gouvernements acceptent ce duopole en l'encourageant, quoi. C'est dramatique. C'est dramatique. Comme ils disent, Graphene OS arrive à trouver une astuce pour s'en sortir, mais c'est terrible, quoi. Donc non, ça fait peur. Hey, salut les viewers de BL, salut les viewers de J+7. Salut. Dis donc, J+7 c'est terminé tôt ce soir. Bah dis donc. Un stream avec du courant. J'ai plus de courant. Bonsoir à tous. Ah là 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 là, il y a une coupure de courant chez BL. Quel enfer. Bonsoir à tous. Bienvenue sur lundi.dev. J'en profite pour expliquer aux gens. Bonsoir, tout le quartier. Oh là là, Enedis a coupé le stream. Enedis, oh là là, quel enfer les amis. Eh ben vous êtes les bienvenus, et puis dès que le courant revient chez BL, je vous y renvoie avec plaisir. Évidemment, j'espère que le courant va revenir quand même BL. Content de te lire en ligne. C'est cool que t'aies réussi à lancer un raid quand même. Fin de stream, tu me les laisses. Bon, nous de toute façon on va pas durer très longtemps voilà. Prends-en soin. Merci BL. De toute façon, il nous reste un peu moins d'une demi-heure. J'ai fait un stream glauque depuis mon téléphone. Vous avez vraiment fait ça? Waouh! Les amis, c'est dingue. C'est dingue. Ça devait être vraiment ambiance. Je refais le petit point rapide pour vous rappeler c'est quoi donc tout ça. Je m'appelle Stan, @signé sur les réseaux. Et tous les lundis, en face de J+7, et c'est pour ça habituellement c'est moi qui raid J+7, je fais un petit stream de revue de presse dev et tech, si vous aimez un peu tout ce qui est technologie ou développement. C'est plus orienté développement ces derniers temps, mais des fois ça bouge. Et je suis newsletter, vous pouvez vous abonner sur lundi.dev, elle est gratuite. Et toutes les 2 semaines, j'envoie une newsletter sympa où j'ai un petit édito et des petits liens. Et l'autre
lundi, et ben je fais un stream, et c'est ce qu'on fait ce soir, sur lequel on revient un peu sur un newsletter, on l'a fait en début d'émission. Et après, et ben on navigue un peu sur le web, sur des sujets intéressants, et des fois en live code, alors là ce soir c'est pas prévu, mais des fois aussi en live code ou en bidouille, donc voilà. Ce soir, on a parlé de, vous le voyez encore un peu à gauche, on a parlé d'AV2, donc de codec vidéo. D'ailleurs, on parlait de visuel, donc voilà. Notamment, Captain Péloche qui était dans le chat soulignait que, hélas, AV1 n'est toujours pas bien supporté ni en import ni en export dans la plupart des logiciels de type DaVinci Resolve ou la suite Adobe, ce qui est un peu frustrant, on va pas se mentir, c'est un peu chiant, alors que AV1 est quand même bien utilisé et vous l'utilisez tous les jours en naviguant sur YouTube, un super codec. J'avais évoqué aussi que Opus c'était dingue et utiliser Opus pour l'audio c'est super. Le fait que AV2 commençait à potentiellement arriver bientôt, en tout cas on commence à avoir des signes que ce serait dans pas longtemps. Ils avaient prévu de sortir fin 2025, mais là on est en mi-2026, toujours pas fait, mais apparemment ça va être dans le pipe. On parlait d'un éditeur de texte assez cool, un éditeur de code qui s'appelle Z, un concurrent à VS Code. C'est un logiciel libre porté par une boîte qui parle un peu d'IA ces derniers temps, parce que maintenant il faut parler d'IA, donc voilà. Mais justement, on a lu un post de blog intéressant. Je vous laisserai découvrir ça dans la VOD, mais ils ont posté un blog récemment sur non, mais en fait on fait pas l'IA que pour les histoires de thunes, notamment parce qu'en fait ils expliquent à quel point en fait ça leur fait pas gagner tant de thunes que ça, bien au contraire. Donc ouais, c'est cool. J'en profite, Sadmibor me pose la question, si on a une bille en dev, est-ce que ça vaut le coup? Oui, normalement, je peux vous montrer d'ailleurs sur lundi.dev la newsletter. Vous pouvez cliquer sur ce bouton là pour vous inscrire, mais on peut également relire les précédentes éditions. Et en gros, toute la première partie, l'édito, c'est quasiment jamais du dev. C'est du numérique au sens large, et même si je parle de dev, normalement c'est suffisamment compréhensible pour que ce soit intéressant. Je connais des amis qui n'ont jamais développé une ligne de code et qui apprécient lire ça, donc ça veut dire au moins que c'est intéressant. Donc vous pouvez vous inscrire même si vous n'êtes pas développeur. Après, vous avez 5 liens, et dans les liens, des fois ça parle de dev, mais pas que. Là par exemple, dans les liens qu'on avait, ça parle de numérique au sens large, un petit peu des fois de développement, mais ça va. Et typiquement, la dernière vidéo, c'est la vidéo de Sylph15 sur la création d'Ictorant, donc vous voyez quand même que c'est très accessible. Bon, le changelog, par contre, là, je me fais un peu plus plaisir, et c'est un peu plus de dev, mais voilà. En tout cas, normalement, vous aurez toujours des trucs intéressants, puis en plus, ça vous permet d'être au courant des conneries que je fais, ça peut être rigolo, voilà. C'est gratuit, c'est toutes les 2 semaines, de toute façon, ça vous coûte pas grand-chose, et au pire, vous vous désabonnez si ça vous intéresse pas. Captain Péloche dit « Je suis une bille en dev et je trouve ça top », donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous n'êtes pas le produit, je ne vends pas vos données. Peut-être qu'un jour je mettrai du sponsoring dedans, mais c'est même pas l'idée. Je me suis laissé cette opportunité si un jour vous avez une petite phrase qui dira « Essayez tel produit », mais c'est même pas prévu, donc voilà. C'est gratos, n'hésitez pas. Et donc oui, donc je disais rapidement, ouais, Z qui expliquait qu'il faisait pas de l'IA pour la thune. Bon, leurs arguments étaient relativement sensés, on les a lus tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas Z intéressant si vous voulez une alternative. Merci pour ton follow 10 ans. C'est assez cool de pouvoir avoir une alternative à VS Code. L'avantage de Z d'ailleurs, si vous voyez un peu les éditeurs de code, c'est que Z est fait en Rust et n'utilise pas de vue navigateur comme Electron par exemple. C'est quand même un peu plus doux sur votre usage de RAM et par ailleurs très rapide, très performant. Bon, c'est très cool. Voilà. Et là, on était en train de parler rapidement, après on avait fait un peu le tour, de ce que GrapheneOS avait annoncé, c'est-à-dire que maintenant, Google était en train d'ajouter un truc terrible à reCAPTCHA. reCAPTCHA, si vous ne connaissez pas, c'est un petit bout de script qui est exécuté sur pas mal de sites web pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot. Et en fait, maintenant, Google est en train carrément de vérifier si vous avez une attestation, donc une sorte d'ultra DRM assez vénère. Et c'est assez glauque parce que c'est potentiellement anti-compétitif. Et donc GrapheneOS, qui est une distribution Android alternative, expliquait à quel point ça pouvait être des problèmes. Et qu'à la place, au lieu que les gouvernements contre-attaquent ça, et c'est un peu l'inverse qui se passe. Puisque maintenant, différents outils pour les paiements numériques et pour les wallets, vous savez, ces futurs systèmes comme France Identité et tout, requiert que vous ayez une attestation d'appareil, donc c'est un peu dramatique, quoi. Donc voilà.
Donc je voulais parler un peu de ça parce qu'il faut pas qu'on l'oublie. C'est assez triste. Et on n'a pas forcément... on n'est pas forcément à fond là-dessus. Un autre truc dont je voulais parler vite fait, qui est un truc que je connais, mais je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ce truc. C'est ça. Je poste le lien dans le chat. Je pense pas que je vais le traduire ça, mais c'est juste pour que vous ayez en tête ce truc assez fou. Sur le fait que il y a beaucoup de sites internet qui publient trop d'infos concernant vos cartes bancaires. En gros, il y a encore des infos qui... En fait, il y a une norme qui s'appelle PCI DSS 4, enfin PCI DSS, c'est la version 4, qui indique ce que vous pouvez afficher sur un site web quand vous prenez une carte bancaire, quand vous acceptez une carte bancaire pour faire des paiements. Et notamment, donc le PAN, vous savez, c'est le numéro de carte bancaire. Vous êtes obligé de masquer une certaine quantité d'informations, mais vous pouvez afficher les 4 derniers chiffres. Mais t'en as aussi qui affichent les premiers chiffres. Il y en a qui affichent les deux, ou qui affichent une combinaison des deux selon les vues. Vous avez le droit d'afficher le nom de la personne, et vous avez le droit d'afficher la date d'expiration. Ce que vous n'avez pas le droit d'afficher, c'est le fameux CVV qui est derrière, et évidemment le numéro de carte, quoi. Sauf que comme l'explique cette page, en fait, ça fait pas beaucoup de numéros de carte. Enfin, ça fait 100 000, hein. Mais oui et non, pas vraiment 100 000, parce que, comme vous le savez peut-être, le numéro de carte, le dernier numéro, c'est un checksum. C'est-à-dire un numéro qui est calculé par rapport aux autres pour savoir si vous avez tapé, si vous êtes planté ou pas. Et donc ça réduit quand même pas mal les possibilités. Donc, en vrai, si vous avez du temps, vous pouvez aller assez vite. Et vu qu'il y a des mécaniques pour tester rapidement si les cartes sont bonnes ou pas via différents sites web, il y a des gens avec très peu de numéros de carte, avec très peu d'informations sur les cartes, ils arrivent à tester si le numéro de carte est bon. C'est flippant. Alors, en Europe, on a quasiment systématiquement cette mécanique qui s'appelle, vous savez, le 3D Sécu. Hein. C'est l'information qui vous demande de vous connecter après à votre application de téléphone pour dire oui, j'accepte, ou qui vous envoie un SMS et vous devez mettre le code que vous avez reçu par SMS. Ça s'appelle Verified by Visa ou Mastercard Check. Dans le monde du paiement, on appelle ça 3D Sécu. J'ai bossé un peu dans l'e-commerce et donc j'avais eu un peu l'occasion de manipuler ces trucs-là. Donc ça s'appelle le 3D Sécu. Donc en Europe, de toute façon, vous avez besoin de valider vos transactions. Donc, c'est moins grave qu'à une époque. Mais aux US, ils n'ont pas l'habitude de ça. C'est vraiment dramatique. The Hunter le souligne effectivement dans l'article, il parle de seulement 6 heures nécessaires pour pouvoir trouver ce qu'il faut, quoi. Alors évidemment, le CVV nécessite aussi, mais le CVV c'est encore que 1000 éléments. Donc en vrai, c'est pas beaucoup, quoi. Donc voilà. J'ai hâte que nous passions à Wiro. Vous avez entendu parler de Wiro? Rassurez-moi. Wiro. Et c'est que le début. Oui, c'est que le début. Alors, que nous dit Sam Mibor? Du coup, si les derniers chiffres dépendent des 12 premiers... Non, seulement le dernier chiffre. C'est vraiment con d'afficher justement systématiquement sur le justificatif. Oui, il faudrait masquer au moins le dernier, oui. C'est assez ridicule. Oh, Yann a fait un paiement. Alors, attends. Yann, est-ce que tu as fait un paiement ou est-ce que tu as remboursé quelqu'un? Est-ce que tu as payé un marchand avec Wiro? Parce que ça, c'est pas encore le cas en France. Ça va arriver bientôt. Mais pour le moment, le e-commerce... c'est pas encore trop arrivé, hein. Ça va arriver bientôt, mais c'est pas encore arrivé. Je l'ai activé cette semaine, juste pour faire une démo à maman. Wiro, ça marche vachement bien. Et je suis très très chaud pour Wiro. Idéal est parti aux Pays-Bas, oui, ça c'est bien de le dire, The New a raison de le préciser. Wiro, pour aller plus vite... Alors déjà je vous explique rapidement ce que c'est que Wiro.
D'ailleurs, je vais copier-coller, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller voir par vous-même. Je copie-colle également pour les gens de la VOD. Wero, le futur du paiement en Europe. Hop. Wero, en gros, l'idée qui est derrière Wero, c'est... Vous connaissez peut-être les virements instantanés en Europe. Les SEPA Instant Payment. En gros, il est désormais obligatoire... C'est plus compliqué que ça, mais en gros, il est obligatoire pour une banque en Europe de te fournir la possibilité de faire un virement instantané via SEPA de jusqu'à 100 000 € et en moins de 10 secondes, je crois. Et ça doit marcher en moins de 10 secondes. Et ça doit être gratuit, en tout cas du même coût que n'importe quel autre virement. Donc autant vous dire que c'est quand même une primitive de paiement assez dingue, quoi. Je vais mettre la musique de Balatro en fond. C'est quand même une primitive incroyable, c'est-à-dire qu'avec une fonctionnalité de fou, vous pouvez envoyer des paiements très facilement. Mais il faut connaître l'IBAN de la personne. C'est chiant. Et puis, vous n'avez pas les mécaniques de remboursement potentiel. C'est un virement et une fois qu'il est envoyé, il est envoyé, quoi. Wero, c'est des banques qui se sont dit, on va utiliser cette mécanique de virement instantané et juste au-dessus, on va faire tout le reste pour faire des virements avec juste un numéro de téléphone, vérifier le nom des personnes, avoir de quoi envoyer un petit message avec le virement et que ça s'affiche en face, etc. Vraiment, une surcouche au-dessus. Et après, une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont dit, ce serait bien de faire des systèmes de paiement avec des systèmes d'abonnement, etc. Ils ont créé toute la couche au-dessus, quoi. Ça s'appelle Wero. Vous connaissiez peut-être Paylib à l'époque, c'était l'ancêtre de Wero. Ils ont repris Paylib, certains éléments de la brique technique de Paylib, mais en l'enrichissant. Et surtout, Wero, c'est international, pensé pour être international. C'est-à-dire en France, mais aussi en Allemagne. Et c'est un gros sujet en Allemagne, parce qu'en Allemagne, pendant très longtemps, ils étaient très réticents aux cartes. Et donc là, ils essaient de les faire passer à Wero pour sauter directement les cartes, pour aller directement sur une solution mobile. Et donc, comme l'indique The New, aux Pays-Bas, puisque aux Pays-Bas, ils ont racheté une boîte qui est très connue aux Pays-Bas qui s'appelle Ideal. Ideal Paiement. Voilà, Ideal qui devient Wero. En fait, ils ont racheté Ideal. Oui, Alex Wergeren. Ideal devient Wero. Et Ideal, pour le coup, est présent vraiment partout, que ce soit en paiement en présentiel ou à distance. Et donc, l'idée, c'est que si tu commences à avoir tous les Pays-Bas, en Belgique aussi, Wero, Belgique, ils sont très je crois qu'ils ont remplacé un truc qui s'appelle Wero. Attends, je vais pas dire de bêtises. Voilà, et c'est donc ils ont Payconic au Luxembourg, Ideal, et j'ai vu qu'il y avait un autre truc. Ah, Payconic, c'était dans tout le Benelux, voilà, c'est ça. Et ils ont aussi ils ont pris le relais de Giropay en Allemagne. Alors, Captain Peloche pose une question intéressante. Et donc juste en France, c'est Paylib, etc. En gros, le truc qui est très intéressant, c'est que c'est plus sécurisé parce que ça passe par l'app de ta banque. En gros, aujourd'hui, si je veux te filer de l'argent, Captain, soit je te demande un IBAN et c'est long, soit je te contacte directement avec ton numéro de téléphone si je l'ai sous la main. Je crois pas que je t'ai dans mes contacts, mais en gros, je pourrais directement utiliser ton numéro de téléphone pour t'envoyer de la thune. Il va m'indiquer ton prénom et le début de ton nom pour vérifier que c'est bien toi. Et immédiatement, je pourrais t'envoyer de la thune. Bon, ça, c'est quand même pratique. Ça, c'est le côté de personne à personne. Mais aussi, l'avantage pour le paiement entre marchands, c'est que vu que ça passe par l'app de ta banque, c'est une app que tu connais, qui peut vérifier que c'est bien toi, et t'as pas de numéro de carte en fait. Il n'y a pas de numéro de carte qui se transfère. Donc là-dessus, en tout cas pour les gens, ça peut les sécuriser eux. En vrai, les réseaux de cartes, c'est pas mal sécurisé aujourd'hui, hein, faut pas imaginer. Mais il y a un côté, c'est directement comme tu vois. Et Sam Nibor a raison de le préciser. Plein de gens parlent de Wero comme alternative européenne à Visa et Mastercard. Est-ce que c'est envisageable ? Oui, c'est envisageable. Parce que l'idée de Wero, c'est qu'en plus,
bah, tu puisses directement l'utiliser en m-commerce. En e-commerce et en m-commerce. En gros, je vous montre. Payer en ligne. Il y a une vidéo sur YouTube qui montre l'exemple. En gros, l'idée, c'est que pour payer en ligne, ils m'ont montré un exemple. Voilà, tu choisis ta commande, clac, clac. Et ensuite, tu payes avec Wero. Et là, tu as un QR code. Tu scannes avec ton téléphone le QR code. Et tu valides. Et là, en faisant ça, il y a littéralement aucun moment où c'est passé par Visa ou Mastercard. Puisque ça se base sur le système, c'est pas instant payment. Donc c'est-à-dire que tous les problèmes de censure et trucs comme ça de Visa et Mastercard, c'est ciao, on n'en parle plus. Ce qui est utile en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a plein d'activités qui seraient pas légales aux US, notamment des activités liées à des trucs de charme et de machin. Et en fait, ça fait chier tout le monde que Visa et Mastercard imposent leurs règles puritaines au reste de l'internet. Donc voilà. Captain Peloche, il y a un monde où avec les IA vocales et les bots ça peut créer des problèmes. Non, il n'y a aucun rapport, Captain, ça change rien. Ça change rien du tout. Je vois pas le rapport avec les IA. Dis-moi en plus parce que je vois pas le sujet. Et donc du coup, ça permet directement de faire des virements. Et l'avantage c'est que vu que Wero rajoute sa surcouche, t'as quand même les protections classiques de... on peut imaginer que t'aies des remboursements ou ce genre de choses quand même, quoi. Parce que le problème du virement instantané aujourd'hui, c'est que c'est un virement, une fois qu'il est envoyé, il est envoyé. Alors que là, on peut imaginer que dans le cadre des contrats que tu fais avec Wero, voilà, ça marche mieux. Comme un CB européen, mais c'est différent. Ouais, c'est... Il n'y a plus de carte, quoi. Il n'y a plus besoin de carte physique. C'est directement avec ton téléphone. Et apparemment, Wero a aussi envie de faire du sans contact. Où en gros, au lieu que tu aies à scanner un QR code, l'information qu'il y aurait dans le QR code, elle est dans l'information qui est envoyée par le LFC, quoi. Donc directement avec les terminaux de paiement. Mais ça, on n'y est pas encore, ce sera pour plus tard. Là, il y a déjà un truc intéressant à faire sur le paiement en ligne, parce que sur le paiement en ligne, aujourd'hui, vous devez mettre aujourd'hui votre numéro de carte, et c'est trop chiant, etc. Surtout qu'en plus, ils ont envie d'avoir un système d'abonnement un peu complet, où tu puisses directement gérer le truc. Attends, voilà, machin. Je sais pas s'il le montre. Et tu peux gérer, normalement, non, il le montre pas là-dessus, mais je crois qu'il y a une envie aussi où tu es un endroit où tu puisses gérer tous tes abonnements dans un seul et même endroit dans l'app de ta banque. Et en vrai, oui, pouvoir directement gérer tous tes abonnements au même endroit, voilà. Ils ont même envie d'aller encore plus loin. Évidemment, les gens, ils essaient aussi de rendre le truc intéressant pour les marchands, parce que pourquoi les marchands se saouleraient à rajouter ça? Aussi que tu puisses avoir ta carte de fidélité dedans, si tu le souhaites. Comme ça, quand tu payes, t'as ta carte de fidélité. Voilà, qu'il y ait vraiment une sorte d'expérience agréable pour le paiement. Le tout avec potentiellement un peu moins cher que les cartes bancaires actuelles. Donc tout le monde y gagne, quoi. Voilà, donc ça a l'air quand même assez chouette. Un système de paiement cool. Évidemment, ça résout pas les questions de privacy, même si dans les faits un peu, parce que du coup la privacy tu l'as avec ta banque qui déjà avait une trace de ce que tu faisais sur le net, enfin avec ta carte. Alors jusqu'à un certain point là ils auront peut-être un petit peu plus d'infos parce qu'il y a une question d'échange de métadonnées potentielles, mais voilà. Donc ouais, ça va être assez cool. Captain Peloche qui souligne que on pourra ouvrir un compte de courant sans carte de paiement, oui tout à fait. Juste on utilise Wero, à moyen terme c'est possible. Ouais. On n'y est pas encore, hein, mais non, on peut imaginer dans 5-6 ans que les cartes bancaires, t'en aies une pour quand tu voyages, quoi. Mais parce qu'il y a des pays qui n'auront pas Wero. Mais en tout cas en Europe, ah oui, et ça touche pas mal de pays, puisqu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé avec un gros truc qui marche en Italie et un gros truc qui marche en Espagne. Donc potentiellement, il y aurait en plus des sortes d'accords potentiels pour que tu puisses utiliser Wero là où tu as d'autres mécaniques dans d'autres pays. Sachant que l'Autriche aussi devrait passer à Wero. Donc voilà, donc vraiment, ce serait un truc assez pan-européen, assez cool. Donc c'est chouette. En étant malin, il ferait un truc qui vide les coms des cartes. Ouais, il y a un vrai envie. Alors ils disent pas beaucoup aujourd'hui les tarifs. Hein. Je crois que les tarifs n'ont pas encore été trop dévoilés. Mais voilà, ils disent une petite commission avec un plafond intégré pour maîtriser les coûts que vous triez 5 ou 5 000 euros. Un modèle adapté aux entreprises de toute taille.
Je crois qu'il n'y a pas encore eu trop d'informations. Il faudrait que je check, hein, parce que moi en vrai ça m'intéresse pour Tempo Quiz. Ça me permet de parler quand même de mon projet en passant. Désolé, ça fait un peu... je fais ma com, mais bon voilà, je travaille de temps en temps sur Tempo Quiz. J'ai toujours pas réussi, ça fait 1 mois que j'ai pas réussi à avancer sur Tempo Quiz. Mais pour info, voilà mon projet dans mon temps libre. Tempo Quiz, un futur jeu de quiz sympa, qui est en gros inspiré sur le concept de K-Culture. Donc c'est un peu comme K-Culture, mais en mieux. En tout cas, c'est l'esprit. Ça arrive bientôt. J'ai hâte de vous proposer ça. Mais bon, j'avance pas assez. Truc classique, quoi. Mais donc oui, tout ça pour vous dire que les cartes de crédit, c'est quand même une technologie antédiluvienne qui marche bien. Hein, je veux pas vous faire croire que voilà, c'est terrible. Mais je suis content qu'on se dirige vers d'autres systèmes peut-être meilleurs. Et voilà. The Hunter se pose la question, je me demande comment Wiro marche avec plusieurs comptes dans plusieurs banques. Bah, c'est tout l'intérêt de passer par SEPA Instant Payment. Y'a pas de sujet, quoi. Ah, non, peut-être que tu te poses la question de quand tu scannes avec ton QR code, qu'est-ce que ça ouvre? Ça, c'est une vraie question. Je pense que ils vont devoir se poser la question de le faire. S'ils sont pas trop cons, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils feraient une app Wiro dont tu n'aurais besoin que quand tu as plusieurs comptes, plusieurs apps, machin, et qui servent juste à ouvrir la bonne app. Et ça m'étonnerait pas qu'ils fassent ça. Et en gros, l'app Wiro aurait la priorité sur le protocole Wiro. Parce qu'en gros, je pense que le QR code, il doit balancer vers Wiro, Payment, machin, et ça doit ouvrir, etc. Merci d'en parler, je viens de l'activer sur l'app de ma banque. N'hésitez pas à l'activer, hein, c'est vraiment cool. Et ça permettra comme ça aux gens de pouvoir vous payer aujourd'hui. C'est gratuit. Dans toutes les banques, c'est gratuit. Enfin, je serais très étonné que ce soit payant. Vraiment, c'est pensé pour être gratuit pour tous les particuliers. C'est pas vous qui payez. C'est les marchands qui paieront, et ils paieront moins qu'avec des cartes bancaires. Et c'est vraiment une occasion de faire la nique à tous les fournisseurs de cartes américains. C'est vraiment l'enfer, quoi. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils le fassent. Ça va être chouette. Donc voilà, Wiro. Et c'est très cool. Voilà. Et oui, et faire la nique à PayPal, oui, t'as raison d'en parler, Yann, hein, parce que PayPal, ils ont quand même passé leur temps à bouffer du temps et de l'argent à tellement de monde. S'il y a bien une entreprise que je regretterais pas si elle crève un jour, c'est, et j'ai le droit de dire ça parce que c'est une entreprise et pas d'une personne, c'est PayPal. Hein. Vraiment, je déteste PayPal de tout mon corps. Hein. Et pourtant, j'ai PayPal, hein, mais vraiment, je déteste comment il fonctionne, c'est un enfer. Donc là, au moins, Wiro, ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine concurrence, puisque c'est entre les différentes banques. Ça reste quand même, il y a quand même une entreprise Wiro, mais qui fait vraiment la partie technique uniquement. Il y a un peu de marketing. Mais la boîte qui est derrière, qui s'appelle EPI, c'est un groupement d'intérêts communs européens, et qui ont parmi leurs cofondateurs toutes les grosses banques, globalement. C'est ça. Et c'est quand même pas mal de monde. Pas mal de grosses banques. En fait, bon, pas forcément grand fan des banques, mais au moins, vous pouvez changer de banque. Vous pouvez pas changer de Visa ou de Mastercard. Vous avez que Visa et que Mastercard. Donc voilà. Il y a déjà un sélecteur de banque dans l'appli. Bah voilà, c'est QFD. Hein. Mais je crois que vous n'avez même pas besoin d'installer l'application Wiro quand vous allez payer en ligne, puisque par défaut, ça va ouvrir l'app de votre banque. Mais j'ai pas pu tester, parce que normalement, c'est cet été, dans pas longtemps, hein, qu'il va y avoir les premiers marchands en France, e-commerce, notamment Air France, mais je crois aussi Carrefour. Je sais plus, il y avait eu un article, je crois, Wiro, e-commerce, France... le groupe BPCE réalise ses premières transactions bancaires. Attendez. Ah, il a accès au service aux clients Banque Populaire et Caisse d'épargne qui étaient en retard. Voilà. Son ouverture débutera début mai pour 500 000 clients avec un objectif à tous les clients d'ici l'été. L'école du ski français. Mon séjour en montagne est imminente. Voilà. Bon, il y a les premiers tests. Hein, ça commence à arriver. Et voilà, rtl.fr. Oui, bon, ils ont juste repris le même article. Je regarde dans les actualités parce qu'il y avait eu un article. Voilà, BPCE veut amorcer le paiement en ligne sur Wiro en France. Il y avait un lien que tu avais envoyé tout à l'heure, Dean, sur ce sujet.
Pourquoi les banques en ligne tardent à adopter Wiro? Ah, attendez, faut juste que je fasse un truc. Excusez-moi. Un truc tout bête. J'ai configuré mes lumières pour simuler une présence. Et en fait, je suis revenu. Donc, il faut que je fasse ça parce que sinon, c'est chiant. Hop. Je fais ça quand je quitte chez moi. Je simule des lumières automatiquement. Et là, je me disais, c'est bizarre, il y a des trucs qui s'allument et qui s'éteignent chez moi. Oui. Pardon. On dit Wiro ou Vero? Ouais, ça peut être Vero, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. 24 mars. Mes bourses aux banques font de la résistance. Oui, il y en a toujours 2-3 qui veulent pas le faire. Mais globalement, voilà. Bon, ah, pardon, je check des trucs, mais pas avec le bon. J'avais pas le bon truc. Accepté. Paiement, pourquoi les banques en ligne tardent à adopter Wiro? Et donc Hello Bank et Monabank l'ont fait, mais Bourse aux banques font la résistance, sachant que N26 le fait, je crois, et Revolut le fait. Hein. Je vais sur EPI. Attendez, EPI compagnie. Si je vais dans... tac, tac, tac. Ouais, ça c'est le truc. Members. Je crois que Members, il y a tout le monde. Ouais, voilà, là vous avez toute la liste. Vous avez quand même du monde. Hein. Crédit Agricole, ING, Banque Postale, Société Générale. Il n'y a pas Revolut. Il me semble que Revolut. Molly. Molly, c'est le Stripe européen. Le PCE. Il me semble que Revolut était dedans. Revolut. Ouais, Revolut quand même. Voilà. Est-ce que N26 est dedans? Pas encore N26? Non. N26, Wiro. Ah voilà, N26 s'associe à EPI. Donc voilà, donc N26 ça rejoint EPI. En fait, ils ont tous compris que mieux vaut être dedans avant que la porte se ferme. Donc, enfin, pas avant que la porte se ferme, mais avant que... Bah, si t'es pas dedans, à un moment, tu vas payer sans doute plus parce qu'ils vont dire « Eh, fallait être là au début ». Donc ouais, il y a quand même une vraie envie de faire bien. Media Insight. Voilà, Nexi. Voilà, il y en a plein qui rentrent dedans. Ah, Wiro reduce its dependence on international providers. Ils sont fiers. Qu'est-ce qu'ils disent? Attendez. Wiro est basé sur des standards européens, ses propres règles et une gouvernance purement européenne. Ça utilise SEPA, du coup. Quand EPI a lancé Wiro... Ah oui, il disait que ils vont se passer d'AWS & Co. Et communauté, voilà. EPI annonce qu'ils vont désormais de plus en plus utiliser des éléments en dehors des clouds européens. Et quand même, s'ils utilisent des trucs AWS, vous inquiétez pas, c'est sur des data centers en Europe et on vérifie, etc. Voilà, il y a eu un scandale parce qu'ils utilisaient des trucs sur AWS, je suis un peu en mode, oui, si seulement... Bon. Mais c'est bien que les gens en parlent pour qu'ils indiquent qu'ils sortent d'AWS, c'est bien. Émile. Et en magasin, c'est possible de l'utiliser pour les chèques vacances à NCV. J'ai des commerçants qui affichent le QR code, donc logiquement, ça devrait être possible pour Wiro. Oui, c'est l'idée que ça arrive au bout d'un moment, ouais. Et c'est que ça arrive à un moment. Mais c'est pas encore possible pour l'instant. Pour l'instant, vous pouvez pas l'utiliser pour les achats. Ça marche pas. Mais ça va arriver un jour. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas qu'ils vont en parler largement quand ça arrivera. Mais aujourd'hui, c'est pas encore disponible. Voilà, bon, ça aurait été la grosse com sur Wiro. Désolé, j'ai l'impression d'avoir fait une grosse page de pub sur Wiro. Ceci dit, voilà, c'est une preuve que dans lundi.dev, on parle pas que de trucs qui sont liés au développement. On parle d'un peu tout ce qui est lié au numérique au sens large. Et on fait ça. Donc voilà, je fais ça toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné, si vous followez pas. Sinon il n'y a pas de souci, évidemment, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à checker lundi.dev aussi si vous êtes intéressé par une petite newsletter, c'est gratuit. Et si vous voulez tester, vous pouvez aussi lire les précédents épisodes, mais voilà, sinon vous pouvez vous inscrire et vous la recevrez lundi. Et voilà. Bon, il est 22h57, je vais pas tarder à vous laisser. Habituellement, j'envoie vers J+7, mais vu que BL a eu des soucis de coupure de courant, on va pas faire ça. Donc je vais juste regarder vite fait vers qui je peux vous envoyer. Et puis on verra bien. Tac, lancer une raid. Hop, je vais juste regarder globalement. Je vais peut-être même pas raider parce que si je sais pas trop qui envoyer. Je connais pas grand monde qui live en ce moment. Ne proposez personne. Je vais tout simplement couper tranquillement, mais voilà. Merci d'être venu.
Évidemment, les VOD sont disponibles sur ma chaîne après coup, si vous êtes intéressé par voir ça. En plus, maintenant, je fais l'effort de les chapitrer, même de manière un peu random, mais voilà, enfin un peu flou. Et je vous dis, passez une excellente soirée. Ah oui, je mets le lien YouTube. Oui, attendez, je mets le lien vers la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis voilà, tac, je mets le lien. Tac, autopromo, oui, non. Après, je pense que vous pouvez trouver par vous-même aussi. Hein. Mais effectivement, vous pouvez y trouver toutes les VOD précédentes. Et en attendant, on se retrouve donc lundi prochain dans votre boîte mail. Et lundi dans 2 semaines, on sera quand On sera le 25 mai. On se retrouve donc tranquillement le 25 mai. A plus tout le monde. Ciao ciao ciao.